vraiment tu veux x5, x10, x20 ton business, tu dois piloter par les chiffres. C'était d'apporter cette solution sur un marché qui coûte trop cher. Si tu veux des personnes qui sont bonnes, qui sont performantes, il faut comprendre qu'elles ne sont pas en train de rechercher un emploi depuis 8 mois. Tu vas peut-être devoir même les déloger d'un emploi déjà stimulant pour aller chez toi. Une décision qui sur papier est catastrophique, je passe 30 minutes avec la personne, elle ressort pleine de gratitude parce que les bénéfices que ça lui a apporté dans la vie sont incommensurables. Une fois que tu as craqué un truc dans un pays, que les bases de données sont les mêmes et la même façon de scraper, tu fais autant de villes que tu as besoin. En 2 semaines, ils devraient avoir parfaitement compris ton modèle. Ok. 12 000 clients, 89% d'occupation, 2 millions d'euros levés, 0 € de marketing. Voici Amine, 30 ans, fondateur de Nomad, la marque qui définit le co-living premium à Dubaï. Il fait tout seul, architecture, recrutement, négociation, clients, 2 millions levés, des investisseurs prêts à suivre avec 50 millions, mais aucun système pour sourcer, qualifier et présenter les opportunités foncières. Il prend toutes les décisions tout seul, pas de DAF, pas de sparring partner, et la question qui le hante, à 30 ans, est-ce que je passe du boutique hôtel à l'immeuble entier? Ou je joue trop gros, trop tôt? Dans ce consulting, on va lui construire le playbook qui transforme Nomad en machine réplicable, lui livrer le système IA qui crée des SOP et qui recrute à sa place, lui donner les 3 kits d'investisseurs pour débloquer du foncier à 8 chiffres, lui faire enfiler le costume de CEO et quitter celui d'opérateur. Bienvenue dans les coulisses du scale. Let's go. Nomad, explique. Yes. Du coup, avec Nomad, on développe une chaîne de boutiques hôtels ici à Dubaï. On a ouvert notre premier boutique hôtel il y a 1 an et demi maintenant. Ça a une capacité d'accueillir 40 personnes et on essaie de vraiment redéfinir un marché qui est assez connu pour être arriéré. Ils appellent ça les hostels ici. Et nous, on essaie vraiment de ramener une touchy premium pour le co-living. Pour ces jeunes entrepreneurs qui veulent quitter leur zone de confort et Dubaï, ça fait rêver. Ça coûte assez cher de venir à Dubaï. Je l'ai moi-même expérimenté. C'était un problème personnel qu'à la base, j'ai rencontré ici à Dubaï. Du coup, je suis arrivé, je me suis dit pourquoi pas créer une espèce de business house. Et c'est devenu un peu une business house parce qu'on a les business et stay à la fois. Et on a ramené aussi des capsules pour dormir qui font un office d'expérience. Et on a aussi un coworking space. Du coup, les gens ils peuvent bosser, il y a une certaine dynamique. Et on essaie vraiment d'enlever cette mentalité de hostel, lit superposé, backpackers. Vraiment, aujourd'hui, avant on disait les nomades, aujourd'hui c'est digital nomades. Les digital nomades, c'est moi, c'est vous, c'est les jeunes entrepreneurs, un chef d'entreprise de 50 ans qui veut se déplacer, veut être dans un endroit où les gens bossent. Il y a une certaine énergie, une synergie qui se crée. Et c'est ce que j'ai ressenti par la suite, une fois que j'ai créé Nomad. Au début, c'était purement financier pour essayer de trouver quelque chose, me rendre utile. Et au final, j'ai vu que ça a été un grand succès, en tout cas ici à Dubaï. On est numéro 1, si je peux dire, en tout cas. Et le level, il est assez bas. Le but, c'est vraiment de permettre à tous ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de venir à Dubaï, de vraiment venir. Ce qu'on propose, donc si je dois dire à quelqu'un qu'est-ce qu'est Nomad demain, si tu bookes chez Nomad, tu as une villa un peu atypique, spacieuse, tu as des capsules qui font office d'expérience pour dormir, vraiment designé, brandé Nomad avec une carte comme un tel, tu mets ta carte, tu as USB-C, Airco, tu as le tout, tu as tout pour travailler, chargeur. Donc c'est pas juste des lits. Et ce qui fait que notre particularité, c'est que tu te retrouves dans des espaces partagés, mais tu as ton espace privé, un petit cocon. Le but, ce serait vraiment d'arriver dans chaque ville, je dirais, qui coûte cher. Et Nomad, c'est là qu'intervient Nomad. On arrive avec un business model qui est facturé à 20 à 60 € la nuit sur la saisonnalité. Tu te retrouves dans une villa, piscine, salle de sport, coworking space, tu as le tout en un seul endroit. Au lieu d'aller prendre différents packaging et coworking space, abonnement. Et est-ce que les gens qui sont déjà aux Émirats sont aussi une cible, c'est-à-dire qu'ils consomment ce service, ou c'est uniquement destiné à des gens qui sont en dehors de Dubaï? Aussi, écoute, la plupart, c'est, je dirais, notre clientèle, elle vient de partout, mais la plupart, c'est des Européens. Franchement, c'est de partout, je peux te dire partout. Ils sont déjà installés ou ils viennent spécifiquement? Ils sont déjà installés également. Okay, ils sont déjà on a beaucoup de gens qui sont déjà installés, qui attendent la fin de contrat, par exemple, et ils viennent d'un nomade. Et j'étais agréablement surpris parce qu'on a eu des contrats de 1 an, des gens qui veulent rester 6 mois, 1 an. Et c'est là où on a vu le potentiel quand même, parce que quand tu viens à Dubaï, il te faut un Emirates ID, ça peut prendre 3-4 mois. Il faut créer une société, c'est un budget. Il faut également connaître Dubaï. Et là, tu arrives dans un lieu où tu as une certaine de community hub, networking, et tu arrives et tu échanges avec des gens et tu ne payes pas très cher le temps de
t'installer, quoi. Aujourd'hui, donc c'est toujours des appartements, c'est des villas, comment ça se passe? Moi, les capsules, j'ai vu les capsules de l'époque quand vous avez lancé, Ouais. et c'est toujours les mêmes capsules qui effectivement offrent une expérience assez premium dans Premium, l'industrie. c'est ça, exactement. Où tu as vraiment ton espace à toi, il y a des couleurs, il y a des lumières, tu peux connecter tes appareils, etc. C'est toujours comme ça ou c'est quelque chose de différent? Non, c'est toujours comme ça, Ok. sauf qu'on a développé un peu les capsules Ok, sur la deuxième ouverture et on va encore développer les capsules. d'accord. Il y a toujours mieux à faire, mais en tout cas, je me rappelle encore ta réaction, je crois, quand tu avais vu les capsules. Ouais. Et je pense que la plupart des gens, 9 personnes sur 10, sont agréablement surpris quand même. Ouais. La nuitée, l'expérience, la vraie expérience quand tu dors, on a souvent des bons retours. Aujourd'hui, on s'est positionné sur des villas pour le deuxième. Et là maintenant, ça fait 2 ans qu'on a lancé le business. Ça se passe super bien, on a fait des erreurs, on a collecté de la data, on n'a pas voulu scaler le business trop agressivement aussi pour voir un peu comment on se positionne sur le marché, comment est-ce que les clients réagissent. Ça ne répond pas au point de développement dans ces différentes villes. Pourquoi ne pas rester exclusivement concentré sur Dubaï, que tu maîtrises parfaitement? Et puis le cas échéant, enfin, tu vas me répondre, j'imagine pourquoi, tu y as certainement bien réfléchi. Est-ce que c'est toi qui vas opérer les autres villes ou tu veux engager un autre modèle type franchise ou quelque chose d'autre pour opérer ces villes? C'est nous exclusivement qui allons opérer. En tout Ok. cas, au début, je pense que franchiser, ce serait une erreur. C'est trop prématuré pour notre boîte, Ok. surtout dans ce type d'industrie hôtelière. C'est un peu trop prématuré, je dirais, mais on développe nous-mêmes. On a la secret sauce, j'ai envie de dire. Et ça fait 1 an, comme je dis, qu'on reste tranquille. Ok. On développe la data et tout ça. Et aujourd'hui, on a un onboarding d'investisseurs aussi. On a eu pas mal de demandes où il y a des investisseurs qui ont montré leur intérêt. Donc, on a la capacité aujourd'hui de vraiment s'attaquer aussi à d'autres villes. D'accord. Et c'est un business où ça reste projet par projet. Il faut on trouve des terrains, où on trouve des villas dans des espaces assez reconnus. Ok. Et donc, clair. franchiser serait trop tôt. Et tu te sens. Enfin, je challenge la vision, hein, mais tu vois, Dubaï, tu es sur place, tu connais le marché par cœur, toute ta data elle est basée sur Dubaï, il y a cette effervescence, il y a cette énergie, etc. Des maisons ou des appartements à rénover pour pouvoir les adapter à votre modèle de co-living, il y en a beaucoup. Le fait que tu sois sur place, c'est un gros avantage. Tu peux avoir les différents prestataires directement. Tu peux avoir aussi le levier bancaire potentiellement ou des investisseurs plus facilement. Le fait d'aller sur d'autres villes, si tu opères ça toi-même, comment tu vas le gérer d'un point de vue opérationnel? Bah écoute, là maintenant, on vient de finaliser une grosse levée de fonds quand même. Ok. Donc l'idée, c'est de partir vraiment On sur. parle de combien? On parle de 2 millions d'euros Ok. qu'on a réussi à lever. Cash. Et cash, ouais, Ok. exactement. Donc 8 millions de dirhams, plus 8 ou moins, millions de dirhams, que là plus tu ou peux moins, déployer. que là, je peux déployer. Et aujourd'hui, moi, je me lance dans une aventure. Je connais un peu, pas mal, comme tu me dis, le terrain de Dubaï, mais là, on part d'une société un peu familiale à industrialiser le concept. Ok. On a, comme j'ai dit, on a validé le concept, ça fait 2 ans qu'on est là, on sait exactement ce qui marche. Il y a de la demande dans plusieurs villes. Et aujourd'hui, il faut simplement repliquer le business, mais avec une métrique qui est quand même assez calculée en termes de risk management, parce que j'ai des investisseurs qui me font confiance. Et le but, ce serait de mettre un head of manager ici que je suis déjà en train de former. D'accord. Donc tu l'as déjà. Ouais, que j'ai déjà. Justement, ils sont en pleine compétition. Ces 2 managers qui sont là depuis le début. Un va passer head of manager, qui lui va reprendre le pôle un peu de ma fonction et qui me permettrait moi de sortir de l'opérationnel. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup eu cette casquette opérationnelle. Et il est temps maintenant de passer à un autre level et de scaler le business à proprement parler. Et les 2 millions, ça va te permettre d'avoir combien de villas, combien de couchages en plus? Est-ce que ce sont des maisons, des appartements que vous louez, puis ensuite vous réhabilitez ou vous les achetez? Comment ça se passe? Là, aujourd'hui, on parle de 2 millions en termes de tickets d'entrée. Ok, Donc, c'est le ticket d'entrée qu'on s'est fixé pour 4 ouvertures. d'accord. C'est la prochaine phase de développement du concept. Ok. Et ça, c'est closé? Ça, validé. c'est closé. Ok. Ouais. Mais par contre, on a différents projets. Comme j'ai dit, ça dépend cas par projet. D'accord. Et on est déjà en train d'avoir des projets. Le but, c'est d'avoir des projets clés en main à présenter aux investisseurs. Ok. En fonction du CAPEX qu'on aura besoin, on lève des fonds. Ça veut dire D'accord. que le ticket d'entrée, si tu veux investir aujourd'hui, c'est 2 millions qui sont closés déjà avec un investisseur qui a La possibilité d'aller mettre beaucoup plus de fonds. Moi, mon but, en tout cas, c'était de ne pas devoir aller chercher des fonds de part et d'autre avec différents investisseurs. C'était vraiment d'avoir un appui quand même, quelqu'un qui peut apporter quand même solide, de sorte à ce que j'aille chercher et attaquer sur le front des lieux très atypiques et que d'autres ne pourront pas avoir. Et le but, c'est ça aujourd'hui.
Si tu te reconnais dans Amine, la traction qui arrive, les opportunités qui s'empilent, mais cette sensation que tu portes la boîte à bout de bras, alors écoute ce qui suit. C'est exactement pour ça qu'on a créé Boss Energy. Je l'organise avec Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli. Tu veux savoir ce qui sépare Kelly des entrepreneurs qui plafonnent? Elle a su passer chaque niveau au bon moment. Elle est partie de son salon, elle a bâti une entreprise à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pendant 3 soirs, elle te partage la méthode complète qu'elle a utilisée pour franchir les paliers les uns après les autres. L'objectif, il est simple, que tu repartes avec un plan pour générer au moins 50 000 euros de profit mensuel supplémentaires dans ton entreprise. 3 soirs en live, à 20 h. Aucun replay. Le lien pour réserver sa place est directement dans la description. C'est gratuit, c'est maintenant. Et on est positionné sur différents projets. Il n'y a pas de cap. Vraiment, c'est des gens, nos investisseurs, c'est des gens qui ont des franchises avec Accor Group, qui ont des hôtels partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a su mettre la main et la relation avec eux. Donc, on va commencer petit peut-être, ou ça va terminer grand, je ne sais pas en tout cas. Mais... La vision, c'est quoi? C'est tu veux monter la boîte et puis ensuite la revendre à un gros acteur, dégager le plus d'EBITDA possible, le plus de récurrence possible, etc. Puis les vendre à un gros acteur d'ici 3, 5, 10 ans, 7 ans. Ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, clair. Ce serait, écoute, je le fais avec passion aujourd'hui, ça j'en ai pleinement conscience. J'ai une valeur ajoutée, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi, de me sentir utile dans quelque chose. Mais le but final, ce serait de, pourquoi pas, vendre à un gros groupe et de dégager un maximum d'EBITDA. C'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur ça, sur la valeur de la boîte. Et par exemple, aujourd'hui, on ne vend pas de part de la boîte, c'est trop prématuré aussi. C'est plus au cas par cas, projet SPV. Et du coup, ce serait un peu ça le but, de dégager un maximum d'EBITDA, faire un minimum de spend pour essayer d'avoir un maximum d'EBITDA. Je ne prends même pas de salaire, ça fait 2 ans. Je vis avec 5 000 dirhams ici à Dubaï pour ça justement. Et pareil, j'essaie d'encadrer un maximum de staff limité. Et aujourd'hui, le but, ce serait de voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment industrialiser la chose avec des process, du onboarding aussi qui ne va pas nous coûter trop cher parce que ça demandera quand même d'engager pas mal de staff. Okay. Et c'est un peu cette crainte-là que j'ai de recevoir un gros montant comme ça. Je sais que j'ai de l'expérience, mais à un moment donné, il y a des barrières limitantes. Ouais. Notamment, c'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité que j'ai pas envie de me louper, surtout avec des personnes qui sont aussi... C'est le début de quelque chose en fait. Ouais. Tu vois, c'est le début de quelque chose, ils me tendent la main, donc moi je dois donner en retour et il faut une structuration propre, nette. Ouais. Il faut, tu vois... C'est bien, bravo pour ta maturité et puis pour la vision aussi. Merci. Très clair. On peut continuer les slides. Ouais. Donc le besoin, ça on a bien compris. Les solutions, je pense également, c'est relativement clair. Là, on a un exemple concret de ce que vous faites. Les capsules. Ouais. Exactement. Les fameuses capsules. Donc en fait, juste pour revenir rapidement à ces capsules, moi, éthiquement parlant, j'avais un problème dans ce business, c'est que j'ai fait tous les hostels de Dubaï et tous ils ressemblaient. C'était très cheap, très sale, sans dénigrer bien évidemment, mais j'avais ce problème d'éthique où il n'y a pas d'intimité, tu te retrouves dans des capsules, ça fait un peu prison. Ouais, c'est plus des partitions où voilà, tu as exactement, des Philippins, des Indiens. Et ça, je voulais vraiment, je voulais pas être assimilé à ça. Du coup, j'ai vraiment cherché une solution, qu'est-ce que je pourrais apporter, parce que c'était le cœur du business en fait. Ouais. J'ai vu que le problème dans tous ces endroits, c'était que c'était génial, il y avait une certaine vibe, ça rigolait, ça networkait, les gens étaient contents pour ce que c'était, mais que quand tu arrivais dans la chambre, je l'ai même expérimenté, tu te sentais pas bien du tout. Tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai réfléchi à une solution et je suis notamment inspiré par l'Asie. C'est comme ça que c'est venu. On a vraiment essayé d'importer ça directement du Japon. Que je me rende compte par rapport à d'autres modèles ici aux Émirats, alors certes avec un positionnement premium comme ça, un service, la qualité, ce souci du détail et autres, enfin c'est incomparable. Mais vous, votre pricing à la nuit versus le pricing de la majorité des acteurs que tu as pu aller visiter, c'est quoi le différentiel? Il n'y a pas vraiment de différence. Bien évidemment, nous, on est devenus les leaders un peu du marché. Okay. Parce que dès qu'on price, je vois bien les compétiteurs qui essaient d'ajuster juste en dessous de nous. Okay. Mais en termes de pricing, on est toujours plus cher que la compétition et par rapport à la qualité qu'on offre. Mais typiquement, ça revient. Et donc, dans les autres acteurs? Les autres acteurs, ils sont à peu près à 20, je dirais. Ok, 20, clair. 25, 20. Je dirais 20, ouais, je dirais 20. Ouais. Par contre, le différentiel en termes d'expérience de qualité, c'est énorme, ouais. Ouais, c'est même pas comparable. Exactement. Mais c'est intéressant, tu vois, de voir parce que en fait, ce qu'on constate, en tout cas pour Dubaï, c'est pour ça que je te pose la question avec les autres villes. Je me rends pas compte les autres villes, mais je connais le marché ici. Vous êtes les leaders parce que vous êtes les seuls.
à proposer, À proposer ça, tu vois. exactement. Donc, être le numéro 1 dans un marché où il n'y en a qu'un, bah, c'est facile, entre Ouais. guillemets. Alors, attention avec le Non, mot non, mais facile, c'est hein. vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, c'est très bien que tu aies ce timing, que tu aies eu cette data, que tu aies ces fonds aussi que tu vas pouvoir accélérer. Parce que là, surtout dans un marché aussi dynamique que Dubaï, ta plus grosse force, c'est justement le timing. Ouais. Donc, c'est le fait de réussir à accélérer pour vraiment créer une position de Exactement. leader et faire en sorte que tu passes à 36 lits ici, peut-être 40 dans un autre, donc totalité Ouais. peut-être entre, je sais pas moi, 70 et 100 couchages Exactement. actuels à 1000 et qu'il y a un gap tellement élevé entre toi et les autres que finalement cette position de leader, non pas juste tu la gardes et tu la mérites, mais tu Continues à prendre cet élan, exactement, exactement, parce exactement. qu'on est les premiers aujourd'hui, comme tu dis, parce qu'il faut savoir qu'il y a 160 hostels à Dubaï. Ok. Donc on n'est pas arrivé les premiers, mais on est arrivé avec un concept un peu, on a attaqué plus un secteur premium, je dirais. Tu Ouais. vois, là où le Là, vous marché, différenciez. normalement, les gens, ils aiment bien dire c'est pour Même les le emplacements. low hein. cost. voilà, low cost, alors que nous, on s'est dit, attends, il y a une nouvelle génération, digital nomade, c'est Ouais. des gens qui veulent être dans un endroit inspirant. Pourquoi pas ramener cette touchy facilities? Et le but des autres, là, on est vraiment sur une V1, et ça fait presque un an qu'on travaille sur la V5, tu vois, Ok. pour te dire. Donc, en termes d'expérience, on a tellement d'avance sur les autres, qui, eux, je pense, essayent de nous suivre. Ouais. Mais je peux te dire qu'il y a du bagage derrière, quoi. Ouais, bien sûr, non, c'est clair. Et même sur les localisations, quoi, c'est pas anodin, c'est réfléchi à chaque fois. Exactement. Je vois 8500 clients servis. C'est des clients uniques ou c'est 8500 unités? Non, alors il faut savoir que 8500, c'est la database qu'on a pour Ok. les prochaines ouvertures, newsletter, marketing et tout ça. Ok. Mais sinon, dans l'année, on a fait 12 000 clients. Ok. 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 Savoir Différents, que uniques, 12 000 clients uniques. 12 000 clients uniques, ouais. Ok. 12 000 clients qui sont venus chacun. Très clair. 30%, ça, de, 30% de marge. Tout ça, il faut savoir qu'on l'a fait sans marketing, sans Instagram, sans réseaux sociaux, sans rien, à vrai dire. C'est vraiment, je dirais, ghetto. Ok. On l'a fait avec Airbnb uniquement. Moi, je suivais votre page avant. Et, Vous n'êtes pas actif sur votre page On du est coup un peu actif, mais pas comme ça devrait être fait. Mais je pense que le potentiel, il est là et c'est là qu'on le voit. C'est les marges qu'on a réussi à dégager et le fait que ça a attiré énormément de clients. Il y a une vraie demande parce qu'on ne communique quasiment pas. Et ça s'est fait beaucoup rapidement sur du bouche à oreille. Et aujourd'hui, Nomad, c'est un peu très reconnu à Dubaï par les Français et aussi d'autres personnes qui habitent ici, qui veulent venir carrément vivre à Dubaï. Enfin, Ok. chez Nomad, quoi. Ok. Vivre à l'année À l'année, ouais, on a 6 clients qui, ça fait un an, OG members, je dirais, Ok. qui sont là depuis un an et j'étais agréablement surpris par ça. Mais on a des gens en moyenne, je dirais, je dirais 2-3 semaines. Ok. Et sinon, le reste, on a des gens qui restent 3 mois, 6 mois, Ok. comme 2 nuits. Et il y a de tout, quoi. Ok, intéressant. Les sources d'acquisition, c'est intéressant. Tu en as un petit peu parlé. Tu as dit les plateformes de réservation. Exactement. Tu sais la répartition de chacune d'entre elles, plus ou moins? C'est-à-dire? Tu connais ces chiffres? 80% viendrait peut-être de plateformes de Ah oui, oui, réservation. oui. Ouais. Bah écoute, je dirais 60% vient d'Airbnb et 40% de Google. Ok. Même Google pas, il y SEO a- ou Google AdWords? Non, Google. SEO. Donc Google, ouais, référencement SEO, naturel. Référence naturelle. Ok. Donc je dirais même pas, je dirais 60% Airbnb, 20% SEO et 20% de bouche à Ok. oreille. Ils tombent sur des articles ou sur la homepage direct? Non, ils tombent directement sur des articles et homepage, les deux. Ok. Donc le système d'acquisition, là maintenant, on développe notre site web. Ça fait aussi un an qu'on travaille dessus. Ok. Là où on va essayer de chercher aussi d'autres sources de revenus qu'on pourra apporter. Là aujourd'hui, on a sorti 30% des BDA de marge, juste avec les stays, les nuitées. On s'est dit comment est-ce qu'on peut aller, si on va industrialiser le concept, comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres sources de revenus. Et on a fait un Q&A sur place, question de satisfaction par rapport aux Ok. clients. Ce qui est ressorti, c'est les expériences et le business setup. 9 sur 10 des clients qui viennent chez nous créent un business. Donc, on Ah ouais. aimerait aussi avoir des partenaires sur ce côté-là et essayer de développer ce côté-là. Et qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça, donc d'où les investisseurs aussi. Ok. Donc, il y a présentation de projets sur différentes ouvertures. Aujourd'hui, on a un concurrent à Marrakech. On sait combien il génère à peu près. Et il faut absolument qu'on soit aussi opérateur là-bas. Et même ici à Dubaï. Donc, comme j'ai dit, c'est au cas par projet. Bon, surtout dans le cas d'Amine, en tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit là dans ce cas de figure.
où l'idée et l'enjeu, c'est de pouvoir identifier combien on va devoir dépenser spécifiquement, tout inclus, pour pouvoir aller chercher de la rentabilité à un certain moment et quand on va atteindre cette rentabilité, de façon à pouvoir déployer de manière beaucoup plus agressive son concept. Alors en l'occurrence ici sur Dubaï, potentiellement après au Maroc et dans d'autres destinations. Moi, je challenge juste le point expansion internationale parce que quand je vois que même dans ta bio, le site, tu cliques, ça marche pas, Airbnb, je clique, ça me redirige, ça marche pas, et que tu es complet. C'est vrai que sur Dubaï, en tout cas, il y a une vraie demande, il y a une vraie traction. C'est superbement bien opéré, c'est top. Et puis, il y a tout ce qui va suivre. Problématique rencontrée dans ton business? Problématique, c'est déblocage des fonds. Ça, c'était la première problématique. Alors, on a réussi à lever quand même 2 millions d'euros, mais c'est très capé, c'est de l'immobilier, ça demande beaucoup de fonds, énormément de fonds pour développer le type de projet sur lequel on s'apprête à attaquer. On est sur 3 fois plus le budget avec lequel on a commencé. Comme j'ai dit, on a commencé brique par brique, vraiment avec très peu de capital. Aujourd'hui, on a les moyens, mais 2 millions d'euros, ça peut représenter un projet. Donc, on va être très capé à ce niveau-là. C'est-à-dire 2 millions d'euros, ça peut représenter un projet? 2 millions d'euros, ça peut représenter un projet selon l'ampleur du projet. Ok. Donc, si c'est par exemple au Maroc, on est plus axé sur s'attaquer à du foncier par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Aujourd'hui, si tu arrives à développer, à construire, tu es sur un coût de 2 millions d'euros. Dès qu'il est mis en place, tu es déjà sur une valeur à 4 millions. Et la boîte aussi, du coup, la valeur de la boîte prendra énormément. Et c'est ce qu'ils demandent ces investisseurs-là. C'est des personnes qui construisent des immeubles et tout ça. Donc, ramener juste des petits projets, ça ne va pas changer grand-chose à leur vie. Là, ils sont demandeurs de vrais projets et il faut assurer derrière. Et concernant le sourcing des biens, ce n'est pas une problématique que tu rencontres? Parce que j'imagine que pas toutes les tours, par exemple ici à Dubaï ou autres, vont accepter. Ouais. Tu vois, prenons mon appartement, j'habite sur la marina, en hauteur, il y a suffisamment de place pour que ce soit plus ou moins l'équivalent du premier hostel que j'avais pu visiter, peut-être un tout petit peu plus grand ou autre. Mais je ne sais pas si mon propriétaire ou même le bâtiment, tu vois, accepterait qu'il y a un hostel dans le bâtiment. Ça veut aussi dire que les gens vont profiter de toutes les commodités, la piscine, le gym, tout ça. Est-ce que ça, c'est pas une problématique pour vous aujourd'hui? Ça dépend, en fait. Ça, on a l'expérience sur ça aussi. Il y a certaines tours, certaines marques comme Damac, par exemple, où c'est pas autorisé. Ils ont leur syndicat, si je puis dire. Donc, ils ont leur règlement intérieur. Mais sinon, sur nos biens, on a l'approval, le NOC du owner, donc qui sait qu'on va opérer ce business-là dans son appartement. Et on essaye de ne pas être dans des lieux trop résidentiels. À JBR, on a une villa. Entrée indépendante, c'est aussi quelque chose sur lequel on fait attention et aussi on veut proposer le côté privatif de la piscine et tout ça et c'est pour ça qu'on s'attaquerait plus sur des villas. C'est pour ça que je mentionne beaucoup villas, mais aujourd'hui il y a une vraie demande sur des plus gros projets à Dubaï comme des immeubles qui peuvent être aussi, mis en place. Là, à Mine, tu as la possibilité d'avoir 10 unités. Tu en mets une à GLT, tu en mets une à GVC, tu en mets une ou deux à Downtown, tu en mets une à Business Bay, tu en mets une du côté de Jumeirah. En plus, il y a des villas incroyables à Jumeirah. C'est parfait. Tu couvres l'ensemble de la zone depuis North Dubaï jusqu'à Dubai South et tu as une couverture globale. Chaque euro que tu vas investir par la suite au niveau de ton marketing, que ce soit sur les réseaux, sur Airbnb, sur ci, sur ça, même à l'extérieur, c'est pour optimiser la rentabilité de Dubaï. Tu mets ça en place une année, le rendement que tu vas proposer à tes investisseurs, il va être incommensurablement élevé et plus haut que d'aller dans des marchés où tu n'y es pas physiquement, où tu ne peux pas encore opérer. Pourquoi est-ce que tu prends la décision de vouloir faire de la promotion immobilière pure à court terme, alors qu'en soi, si tu projettes ça à moyen terme, je ne dis pas de l'abandonner, mais à moyen terme, tu arriverais à leverage encore plus et ça se trouve dans un an, on peut te suivre à hauteur de 5 à 15 millions d'euros. Et ce levier-là rattrape ton retard, entre guillemets, de l'année qui a écoulé sur la structuration du modèle Dubaï. Pour ça, il faut avoir un endroit quand même qui, dans plusieurs endroits déjà, c'est un peu prématuré pour parler de ça. Mais le but, la vision, en tout cas, ce serait de proposer du membership, que les gens peuvent aller à la Marina ou à JBR ou comme au Maroc, en un seul clic via une application.
organisation investisseur, recruter les bons opérateurs et budget et gouvernance. Ok, Ça, c'est un petit problème aussi que c'est là où j'aimerais voir aussi avec vous. La partie recrutement Ouais. opérationnel, comme je vous ai dit, là, moi j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce business-là en termes d'opération et on a opéré avec très peu de membres, je dirais. Et aujourd'hui, on va essayer de scaler. On va passer à. Là, on a un manager, voire 2 managers par établissement. Là, on va passer à 3, 4, voire 6 managers par établissement. Donc, vrai. tout ça, ça nécessite un process de recrutement qui ne nous fait pas perdre du temps, qui ne nous fait pas perdre de l'argent. Et ça nécessite un vrai onboarding. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Moi, j'ai un peu. Comment j'ai processé la partie recrute, c'est que moi, j'ai commencé à former mon manager pendant 5-6 mois jusqu'à qu'il était OP. Il a repris le pôle pendant que moi, j'allais dans différents pays. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que lui, il va former le prochain manager de sorte qu'à ce que moi, je n'ai plus à mettre de l'énergie là-dedans. Mais c'est trop limité en termes il faut vraiment que le nouveau, quand il arrive chez Nomad, il sait directement ce par quoi il doit commencer. 100%. Et ça, Ok. c'est aussi quelque chose sur quoi les investisseurs nous ont mis un point d'honneur là-dessus. Très clair. Top. Bravo parce que tu es 100% autodidacte, débrouillard, tu trouves des solutions. Donc il va falloir surtout avec la vision que tu as et le fait que derrière tu aies des acteurs financiers qui peuvent te suivre, un CFO ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise parfaitement les chiffres. Ouais. Ça peut être un CFO part-time en prestation de service ou autre dans un premier temps parce que tu n'as pas besoin de payer quelqu'un 30 000 ou 40 000 AED par mois en salarié pour faire quelques tableaux. Donc tu peux tout à fait externaliser ça et puis on pourra même en parler plus en détail dans un instant. Ok. Et puis tu as aussi vraiment besoin, à mon sens, d'avoir quelqu'un qui est un architecte de process. Quelqu'un qui vient vraiment structurer, systémiser, standardiser l'ensemble de tous les différents flux dans ta boîte pour recréer de l'ordre dans le chaos. Tu vas avoir ta priorité 1. Tu as un playbook de ta boîte où en fait tu as condensé l'ensemble de ce que tu nous partages, des conditions, des stratégies, etc. Est-ce que tu as ça ou c'est un peu disparate, c'est dispersé? Un playbook, c'est tout simplement une sorte de manuel opérationnel global, plus une sorte de bibliothèque des process, ainsi qu'une sorte de bible qui serait la propriété de l'entreprise et qui serait le fourre-tout, de manière structurée, cadrée, chapitrée, de son dirigeant, de ses directeurs, et qu'on pourrait facilement décliner en différents process, plus macro ou micro dans certains cas, pour certains collaborateurs. Mais c'est aussi le plan de jeu global où on va savoir exactement ce qu'on va mettre en place, comment on va déployer, etc. Et la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas de playbook, n'ont pas de process, n'ont pas de standard, n'ont absolument rien. On parle souvent de SOP, c'est des Standard Operational Process, grosso modo. Le but, c'est d'avoir des process opérationnels standardisés, ni plus ni moins, de façon à pouvoir faire en sorte que si on scale, le guide opérationnel de l'entreprise ne soit plus le cerveau du chef d'entreprise, donc le cerveau au sens physique du terme, mais que le guide soit désormais ces différents process, de façon à ce que l'entrepreneur puisse se détacher progressivement de l'opérationnel et faire en sorte que n'importe qui sait lire et comprendre ce manuel, qui a été onboardé pour le faire, soit en capacité d'opérer correctement. Un SOP, c'est tout simplement un système, un standard, un process. C'est la seule clé pour qu'il puisse extraire de l'opérationnel parce que sinon, ça va être le chaos. Chaque personne va opérer différemment et on ne va pas capitaliser sur les actions précédentes pour améliorer les suivantes. C'est surtout ça, la vraie valeur. Un bon process, un bon standard, un bon système, c'est un process, un standard et un système qui s'améliore au fil du temps, juste en l'appliquant. On va à chaque fois créer une boucle de rétrofeedback pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible, que ce soit le plus efficace possible, que ce soit le plus rentable possible et que ce soit le plus simple possible à mettre en place avec le moins de ressources possible. Non, je l'ai sur Notion. Ok. Ton playbook, il doit contenir tes SOP. Ça, tu les as pas encore. J'en ai, Ça, t'en as quelques-unes. j'en ai quelques-unes. Ah ben, il est vivant. C'est top que tu aies Notion. Tu as tes SOP dedans. Mhm. Dans ce même playbook, tu vas avoir tes CAPEX par ville que tu as identifié. Ok. Tu vois. On commence par les SOP parce que finalement, c'est quelque chose qui va être un peu standard aux différentes villes. Ouais. Parce que Marrakech, Dubaï, oui, c'est des marchés différents, mais ton quotidien, ton run va être sensiblement le même. Mhm. Tu vois, donc, Ça restera tout le temps la même. c'est la Exactement. même activité dans différentes villes. Alors oui, il n'y aura pas un studio yoga partout, etc. Mais finalement, tu auras tes mêmes SOP. Une fois que tu as ton CAPEX par ville, tu vas y intégrer ton organigramme idéal. Tu vois.
Ton organigramme idéal, c'est en gros, globalement, tu as besoin toujours de cette même structure d'équipe. Et en fonction de la taille, tu peux toujours rajouter 1, 2, 3 postes proportionnellement à la taille ou au nombre de lits. Ok. Tu vois. Donc là, tu as ton playbook de base qui te permet vraiment d'avoir une absolue clarté, quelque chose de packagé qui est plus juste dans ta tête et qui est structuré. À partir de ce package-là, tu vois, alors il y a sûrement d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé parce que je ne connais pas ton industrie, mais c'est un peu ça porte bien son nom, c'est ton livre de jeu. C'est ton livre à partir desquels tu pourras jouer au Monopoly, comme a dit Alec, quasiment à l'infini. Avec Donc, ça, je peux directement ouvrir. J'ai toutes les informations pour ouvrir un bien. Ouais, Là, et sur surtout partie SVP, CAPEX. pour déployer. Ok. En fait, ça c'est ton livre de jeu pour déployer à la vitesse de l'éclair. Uber, par exemple, ils ont fait leur premier lancement en, par exemple, 2 ans. Ok. Peut-être que c'était moins, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment pour que ça fonctionne, qu'ils aient le marché, etc., et que ce soit fluide, c'était 2 ans. Puis quand ils ont lancé leur deuxième grande ville, puis leur troisième, ils sont allés dans un autre pays, etc., ils arrivaient à quasiment diviser par 2 les délais de lancement ville après ville. Ok. Parce qu'en fait, ils avaient sur un espèce de playbook qui était nourri en temps réel de comment on faisait. Et avec ces itérations, ils sont peut-être arrivés à la fin où lancer une ville, ça leur prenait peut-être 2 semaines. Ok. Parce que ils ont compris le Ils truc. ont compris le truc. Ils ont recruté un mec sur place, ils n'avaient plus besoin de passer du temps à vivre dans la ville pour comprendre la vibe. Chaque ville a sa particularité, etc. Donc, ton playbook, tu vas le faire vivre au fur et à mesure. Ok. Une fois que tu as ton playbook, tu vas avoir besoin peut-être même en parallèle, en priorité numéro 2, tu vas, à mon avis, tu vas devoir créer des kits investisseurs ou peut-être des véhicules d'investissement. Ouais. Mais Ok. c'est pas que le SPV. Non, c'est pas qu'une SPV, bien sûr. C'est pas que ça. Mais en fait, quand je dis kit, c'est pas forcément des véhicules financiers, c'est ou des kits ou des véhicules, mais que tu puisses les lister en amont. Ok. Je donne un exemple. Tu vas avoir un kit numéro 1 où c'est des tickets, par exemple, à 200K en dollars, tu vois. D'entrée, tu veux dire? Ouais. Tu vas peut-être avoir... en fait, je te dis C'est entrée, mais pas forcément... Attends, je ne dis pas, Ok, sais pas tirer d'entrée, tu vois, même je réfléchis en même temps. Peut-être que tu as des produits que tu pourras lancer à 200 000. Voilà. Moi, je parle plus comme ça. C'est des kits C'est ça. où en fait, on peut lancer un truc à 200 000. Mais par contre, moi, ça ne m'intéresse pas. Si je suis sur un à 200 000, ça ne m'intéresse pas qu'on soit 10 dessus. Par contre, moi, tout seul, je peux me positionner sur un lancement à 200 000 avec toi. Tu vois, donc c'est ça les kits d'investisseurs ou les véhicules financiers. Tu auras peut-être des tickets, alors peut-être pas des tickets, mais des biens, tu vois, où moi, je peux me positionner dessus avec 500 à 1 M. Ouais. En parlant dollars toujours, tu vois. Ok. Et ensuite, un troisième où, si on dépasse le 1M, on est peut-être sur du sur-mesure et sur de l'opportuniste. Tu vois. Et là, on est sur du custom. Famille royale marocaine qui présente quelque chose et la personne est intéressée parce que c'est peut-être aussi ses terrains, peut-être que il attend non pas juste un investissement dans une start-up innovante et prometteuse, il attend aussi de diversifier, il attend de faire aussi, comment tu as dit ça tout à l'heure, de l'investissement, tu as utilisé un terme. Comment En gros, une fois que le projet sort de terre, il vaut déjà le double. Ouais, Tu vois, c'est là où le custom en fait est hyper intéressant. Tu vois, et là sur le custom, tu n'es pas limité. Par contre, pour ne pas être limité sur du custom, tu as besoin d'avoir ton expertise qui est complètement catégorisée ici. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le playbook, c'est un peu la sauce interne qu'on aura nous pour essayer de développer plus rapidement. Ouais. Ta secret sauce, c'est plus orienté expérience client. C'est voilà comment ça marche. Tu vois, par exemple, si c'est le comment ça marche. C'est je te vends mon fonctionnement orienté client ou orienté franchisé. Franchisé, ouais. Par exemple, quand tu vas acheter une franchise chez, je sais pas, tu vas aller chez, bon, on va pas les citer, mais on peut en citer plein. Tu achètes un peu la secret sauce. Ils ont déjà les bons fournisseurs, ils ont les process, truc. Exactement. Donc, ok, il y a la secret sauce. Par contre, cette partie-là, pour moi, elle va au-delà de la secret sauce. Parce Bien que ça, sûr. c'est pour toi et ça te permet de déployer ça rapidement. Exactement.
Et être crédible aussi au niveau des investisseurs. 100%. Et Ouais, du coup, si on attaque la phase 3 sur la partie crédibilité investisseur, je rejoins à 200% ce qu'a dit Alec. C'est indispensable de pouvoir bosser aujourd'hui, même dès la semaine prochaine, dès le mois prochain. C'est peut-être ta première prochaine action dans le plan d'action, c'est d'avoir finalement un CFO externalisé ou un directeur financier. Tu vois, un directeur financier externalisé, c'est méga important parce que ça te permet d'avoir une lecture stratégique, mais ça te permet aussi d'avoir quelqu'un qui va modéliser certains scénarios avec toi, Ouais. d'investissement, de possibilités, de priorisation. Et ça, c'est méga important. Moi, j'ai toujours eu ça dans mes business et j'ai jamais eu de directeur financier, de DAF en interne. Ça m'a toujours coûté entre 600 et 1000 et quelques euros par mois. Au début, il y a un petit setup. Il vient, il pose son setup, il comprend ton besoin, il modélise la façon dont tu veux lire en fait tes flux financiers, il fait les projections et ensuite il fait du monitoring. Donc le plus gros du travail, c'est ce qui se fait au départ. Tu vois. Et vu qu'au départ, tu as besoin d'avoir des éléments de lecture et tu as besoin d'avoir quelqu'un en interne qui vient collecter la data. Aujourd'hui, il y a de l'IA, donc il y a beaucoup de solutions logicielles qui sont directement pluguées à ton compte bancaire et qui font les rapprochements et qui arrivent à catégoriser tous les flux pour faire les représentations. Mais il se peut que tu aies besoin de quelqu'un, ça peut être une des personnes qui bosse avec toi, ça peut être toi, ou ça peut être juste un assistant ou une virtuelle assistante qui fait ça. Mais ça, c'est ton premier gros move stratégique parce que derrière, ça va te permettre de faire des modélisations. À partir des modélisations, tu vas pouvoir choisir les meilleures hypothèses à prioriser et d'avoir une lecture factuelle. Ok. Moi, le plus gros problème aujourd'hui que je verrais, c'est c'est pas les fonds, c'est la présentation des projets. Il faut qu'on arrive à attirer, grâce à Nomade ou grâce à notre marque, des potentiels terrains ou d'autres prochains projets qu'on pourrait attirer plus facilement grâce à un système d'acquisition peut-être. Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans chaque pays à chaque fois et avoir... C'est beaucoup de networking, je crois, jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un système d'acquisition, par exemple, un système de commission qu'on pourrait mettre en interne sur notre site web pour nous présenter des projets et différents. Donc, quand tu parles d'acquisition, tu parles d'investisseurs? Non, acquisition, projet. Purement projet. Oui, de trouver des biens. De trouver des biens. Parce que si j'ai des investisseurs et je n'ai pas les projets, je ne peux même pas faire une projection financière. Il me faut le projet pour faire une projection financière. Et de là, on peut avancer avec les investisseurs. Le premier point pour moi, c'est les projets. Si tu as de la clarté absolue sur les différents kits et les différentes possibilités, plus des capex par ville en fonction des modèles, les modèles à 200, les modèles à plus de 500 et les modèles custom. Tu vois, dans les modèles custom, par exemple, tu auras l'achat des terrains, la construction, sortir de terre, etc. Et après, les tickets entre 200 et 500, il y aura peut-être de la pure sous-location, en quelque sorte. Et je ne sais pas s'il y a des cas où tu vas acheter des biens déjà existants plus rénovés. Donc toi, une fois que tu as des modèles par rapport à ce que tu veux, c'est là où ça va être beaucoup plus facile d'envoyer des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers spécialisés dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Ouais. Et ensuite, il y a aussi, n'oublie pas qu'il y a du scrapping de data. Oui, surtout à Dubaï. Tu peux run tes propres solutions de scrapping ou tu peux acheter de la base de données ou demander simplement à ce qu'on t'envoie tout ce qui correspond à ces bases. À Dubaï, tu pourrais web scraper quoi, par exemple, de précis? Les annonces. C'est tout ce qui sort. Dans l'heure où une annonce qui correspond à tes critères sort, tu dois la recevoir en location. Ok. Voilà. Donc je n'avais pas pensé à ça. Ça combiné au off-market des agents IMO, tu vois, si peu importe toi, les communautés dans lesquelles tu évolues, à partir d'un moment, tu sais que les gens sont intéressés par vite faire du cash à Dubaï. Il faut que ça aille vite. Je vais même aller plus loin. Un troisième élément de scrapping, si tu as identifié clairement tes cibles, à Dubaï, il y a une sorte de registre qui fait que c'est public dans certains cas, le propriétaire du bien en question. Du bien en question, oui. Ouais. Et donc tout de suite, tu peux avoir accès à ce registre assez facilement auprès de la DLD ou d'autres éléments. Il y a même une application mobile, je ne me souviens plus du nom de ça, mais c'est très transparent. Tu vois l'historique des différentes transactions qui ont eu lieu dans le cadre de ce bien. Et puis, tu peux proactivement contacter l'individu pour lui faire une proposition soit d'achat, soit de revente, soit de location, enfin peu importe, quoi. Ouais, donc, et tu vérifies comment la crédibilité du web scrapper ou de la data qu'on t'envoie La data, c'est une data. Celle que je viens de t'évoquer, c'est une data du gouvernement. Du gouvernement, donc ça c'est sûr. Okay, c'est l'équivalent du cadastre en France. En France, je ne sais pas si en Belgique tu as le cadastre aussi. Oui, voilà. aussi. C'est l'équivalent du cadastre. Ici en Dubaï. Ok. Ouais, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Et en termes de capacité à avoir de la data, certains les revendent, d'autres donnent accès, d'autres te permettent de les scraper. Je connais moins le marché à Dubaï qu'en France, par exemple. Mais typiquement, moi, quand j'ai signé mon Ijari, mon contrat de location, dans l'heure qui a suivi, j'avais déjà des appels de prospection
pour me proposer la Wi-Fi, des Ouais, services de Dubaï. déploiement. Ils sont très forts à Dubaï pour ça. Mais ils sont très forts. Ça veut dire que c'est pas qu'ils sont particulièrement forts Ouais. parce que je les trouve très mauvais en Ils sont prospection. voilà, ils sont forts dans le scrapping, Dans mais le mauvais en Mais prospection. mauvais En service. prospection, Ah ouais. ils sont nuls. Ah ouais, Donc, ils tu vois, rendent fou. si le minimum de ce qui est disponible en prospection, toi, tu y as accès dans les conditions qui t'intéressent, Ouais. la qualité de prospection, de présentation, d'autant plus que tu auras ton playbook qui est bien fait, tu auras de la documentation, tu auras de la vidéo, tu auras tes press, tu auras tes decks. Ouais. Normalement, c'est finger in the nose. La partie playbook, c'est la partie la plus difficile pour moi. Ce serait bien qu'il y a vraiment un suivi des SOP qui seront bien un peu là où on a un début des SOP qu'on a déjà fait nous. Mais il faudrait vraiment un truc avec une automatisation qui se fait pendant l'onboarding avec Monday.com ou Notion où tu peux suivre la progression du nouveau manager. Parce que pour moi, c'est ça où ça prend du temps. Là, on est sur un autre sujet. Ouais. Ouais. Ça pourrait être intéressant qu'on rentre un peu dans le concret sur la partie SOP. Parce qu'imagine si tu avais une SOP de comment créer une SOP et qui était backée par de l'IA et qui te permettrait juste en étant presque en slip dans ton canapé comme ça, en parlant à ChatGPT ou équivalent, de créer et construire toutes les SOP basées sur un élément standardisé et qu'ensuite tu as un autre SOP pour le retranscrire en slide de A à Z sans que tu aies à toucher quoi que ce soit et faire quoi que ce soit. Ok. Et que derrière, tu puisses créer des playbooks en veux-tu, en voilà, sans avoir à écrire une seule ligne. Ce serait incroyable. Hein. Incroyable. Ah bah on a ça. Ça, je veux bien que tu me montres un aperçu de ça. On peut t'expliquer comment le mettre en place. M'expliquer ou comment le mettre en place. Ok. On parlait de ça et ensuite on parlera de la partie recrutement et formation des gens. Je pense que c'était deux challenges. C'est pour ça que ça te paraît difficile, alors que peut-être que le plus stratégique et complexe, c'est lui. Mais si ça te paraît difficile et qu'on le résout, le reste, ça va rouler tout seul. Les deux, je dirais, mais. Ok. On commence sur la partie quoi? Création des SOP avec de l'IA Ouais. et ensuite formation des prochains managers. Ok. La partie recrutement, je pourrais te partager des éléments concrets aussi sur le tableau. Donc ouais. Sur ton téléphone, tu as quoi comme assistant IA? ChatGPT, hein. Ok. Tu peux l'ouvrir? Ouais. Tes conversations, là, tes dernières conversations, c'est quoi? Les derniers sujets abordés, si tu Le regardes dernier sur la gauche. sujet, c'est là, j'ai tout en fait dans des dossiers. Tu as des projets? J'ai un GPT, Nomad. Et sur le GPT, il fait quoi le directeur opérationnel? J'ai mis un peu de la data, des PDF, des choses, et ça fait un moment que j'aborde différents sujets pour qu'ils D'accord. collectionnent la data et j'essaie de travailler. Mais quand tu l'as configuré en tant que GPT, tu lui as dit quoi? Comporte-toi comme un directeur opérationnel, soit Ouais, par exemple. T'as 30 ans t'as 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie, tu développes une chaîne de boutique hôtel aujourd'hui, tu vas faire face à des challenges qui sont le recrutement, l'onboarding, les process, comment est-ce que scaler aussi un business comme ça, comment ramener des investisseurs, toutes ces choses-là, j'ai établi un prompt pour ça en tout cas. Ok, top. Pour les SOP, ce que tu vas faire, c'est, du coup, tu as la bonne base. En gros, c'est très simple, tu vas créer ton GPT. Pour ceux qui nous écoutent, un GPT, c'est quoi? C'est un mini-agent d'intelligence artificielle sur ChatGPT. Donc, c'est un agent custom qui a une fonction bien précise, bien paramétrée. Et donc, dans le paramétrage, il y a plusieurs éléments qui sont indispensables. Il y a la partie consigne qu'on lui donne, donc ce qu'on appelle le prompt. Donc là, tu vas venir le prompter comme simplement un expert des SOP. Donc son rôle, même si tu ne lui donnes pas une identité, ce qui va compter, c'est son rôle. Donc ton rôle est au quotidien de retranscrire mes actions, mes idées en SOP. Ok. Donc en process standardisé opérationnel. Dans ça, tu vas venir détailler comment toi tu vas lui donner cet input. Et cet input, la façon la plus simple de lui donner, c'est par vocaux. C'est en fait, tu penses un truc, boum, tu fais le vocal, tu lui dis voilà, là je suis en train de faire une opération, en gros je dois faire ça, crée-moi le SOP qui convient. Ok. Et donc là, il ne doit pas te pondre directement le SOP. Donc dans les étapes, dans le prompt, ce à quoi tu dois penser bien comme il faut, c'est le rôle, le contexte. Quand tu le promptes, en gros, tu lui donnes du contexte sur toi. Donc tu peux lui donner ta documentation ou juste la présentation de ton entreprise et le format de sortie. Le format de sortie, il est très important. Est-ce qu'il va te sortir un truc de 12 pages? Est-ce qu'il va te le sortir avec des bullet points très formatés? Est-ce qu'il te le sort dans un certain standard? Donc tu définis le bon standard de sortie une seule fois et lui, il doit te le sortir. Et ensuite, c'est les consignes d'interaction. Tu vas lui expliquer simplement qu'il ne doit surtout pas tout de suite pondre des SOP tant que c'est pas suffisamment clair. Donc, il doit te poser autant de questions que nécessaire, une question à la fois, jusqu'à ce qu'il ait le maximum d'informations qui peut te sortir une première version.
Le premier secret, c'est de faire ce qu'on appelle du chaînage de prompt. Le chaînage de prompt, c'est quoi? C'est ne pas demander le résultat final dès le départ. C'est de considérer que si on veut un résultat complexe de très bonne qualité, c'est de réfléchir aux différentes étapes de pensée qui vont nous amener à obtenir ce résultat. Par exemple, si on souhaite rédiger une fameuse annonce de recrutement, on va d'abord poser une question A, puis une question B, puis une question C. Et en fait, c'est les mêmes questions qu'on se poserait à soi-même. Par exemple, regarde qu'est-ce qui est généralement mis dans les annonces de recrutement pour un manager senior dans telle industrie. Donc l'IA va aller rechercher et scanner ce qui se fait généralement dans ce type d'annonce. Ensuite, on va lui dire comment les meilleures pratiques de cette annonce pourraient s'adapter à mon besoin et à mon industrie. Donc là, l'IA, elle va réfléchir, elle va refaire un truc sympa. Ensuite, on va dire, tiens, moi qui cherche telle et telle typologie de collaborateurs, voici ma scorecard, comment tu pourrais rédiger une annonce optimale par rapport à ça? Et là, en fait, elle va nous rédiger quelque chose d'optimal. Tandis que si on lui dit, rédige-moi une annonce idéale pour un manager X ou Y, Z, elle risque de nous faire un résultat du premier coup qui n'est pas top. Et c'est la même chose pour la création de contenu. C'est méga important d'y aller étape par étape de façon enchaînée. Et c'est ce qu'on appelle le chaînage de prompt. Le deuxième secret, et celui-ci il est encore moins connu, c'est lorsque vous créez un résultat final qui est destiné à quelqu'un d'autre que vous, par exemple à un client, par exemple à un avatar ou à une communauté, c'est de dire à l'IA de se mettre dans la peau de la personne en question et de challenger ce que vous avez produit. Si vous avez rédigé une page de vente, eh bien, il n'y a rien de mieux que de demander à l'IA que de se mettre dans la peau de votre avatar et de challenger le copywriting de cette page. Et vous allez être surpris parce que au départ, vous imaginiez que votre copywriting était topissime, mais à partir du moment où vous le regardez à travers le prisme de votre avatar, vous allez vous rendre compte qu'il est à côté de la plaque. Et c'est pareil sur tout élément de production qu'on pourrait être amené à créer avec de l'IA qui ne nous est pas destiné à nous. Je rebondis sur un point hyper important. La plupart des gens, lorsque tu as cette première étape et que tu l'as comprise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre comme ici sur ChatGPT et puis tu vas commencer donc tu vas aller créer un petit agent, machin, et puis tu vas écrire les instructions. Ok. Le mieux à faire, c'est tout simplement de discuter avec lui pour créer le prompt qui va créer lui-même l'agent. Ok. Donc en gros, tu vas lui dire, j'ai envie de créer un agent conversationnel qui va m'aider à créer des SOP. Fais-moi la liste des 5 meilleurs livres, contenus disponibles sur Internet pour faire en sorte que cet outil soit un expert dans le domaine en question. Voilà. Ok. Maintenant, je vais lui dire, fais la même chose avec des documents, des éléments, des ressources dans le domaine de l'hospitalité, des hostels, de l'accueil de clients qui veulent faire des nuitées courte durée et notamment aussi en comprenant et en prenant en considération la région MENA, donc tous les Émirats, en particulier le marché de Dubaï qui évolue très rapidement. Donc, va faire une recherche sur Internet pour pouvoir être à jour là-dessus. Une fois que j'ai ces deux éléments, je vais lui faire créer un prompt basé sur ça. Et je vais lui donner les ressources nomades que j'ai en tant que dirigeant sur la boîte. Bon. Et à quel moment tu crées ton agent? Dans 2 minutes. Il me reste encore Donc un tu message à lui d'abord envoyer. une base d'informations. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle du chaînage de prompt, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas jamais lui demander ton besoin final. Toi, tu sais par quelles étapes on passe, tu vas lui dire, OK, c'est quoi les meilleures ressources pour faire A? Qui sont les meilleurs experts dans ce domaine? Comment ils penseraient s'ils devaient arriver à ça? OK, maintenant, sur base de ça, je veux exactement quelqu'un qui agit comme ça, comme ça. Comme ça. Exactement. Et ce GPT, il est exclusivement pour les SOP. Celui-là, Ensuite, tu crées un autre GPT qui est pour autre chose. pour autre En fait, chose. Analyse financière. Tu peux imaginer tes GPT de deux façons. Soit tes GPT, c'est pour faire une seule action répétée, ou soit tes GPT, c'est des experts. Moi, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai autant d'experts que j'ai besoin à chaque fois, avec la base de connaissances qui va avec les règles comme on vient de faire ici, ou soit j'ai des GPT juste pour faire des actions répétées. Par exemple, j'ai un GPT qu'on a dans l'entreprise, c'est on récupère un transcript d'une session de vente ou d'une session de coaching et on peut s'auto-évaluer. On a déjà toute une plateforme IA qui fait déjà ça, mais si l'un d'entre nous a besoin vraiment de juste se challenger sur une session de coaching, il peut récupérer le transcript et juste il fait un glisser-déposer, il dit rien. Il n'a pas besoin de lui dire oui, c'est déjà tout programmé, il fait un copier-coller, ça fonctionne. Pareil pour des rendez-vous trimestriels, des évaluations, des choses comme ça. Et toi demain, quand tu feras, d'accord, et juste il jette le transcript dans un document et toi tu pourras faire ce que tu veux avec de l'IA. Tu vois, En vrai, comme j'ai dit, j'ai été trop longtemps dans l'opérationnel et aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que d'être présent que sur la stratégie, le développement. Et les investisseurs, quand tu discutes avec eux, tu leur vends aussi, ils achètent tes process, ta secret sauce. Et il faut absolument qu'on avance. En fait, les investisseurs, on peut croire qu'ils achètent ta secret sauce et tes process. Mais en fait, ce qu'ils achètent, c'est l'espoir d'avoir un retour sur investissement.
Bien sûr. avec un risque le plus faible. Et en fait, ce qu'ils vont acheter, c'est le bonhomme. C'est ce que tu dégages, c'est comment tu t'exprimes, à quel point tu maîtrises ton sujet Ouais. et le retour sur investissement potentiel si vraiment c'est vrai, si ça marche. Si vraiment. ça marche vraiment, Tu bien vois. sûr. C'est ça qui vont venir acheter. Mais c'est plus dans la revente de la boîte que là où, quand tu revends la boîte, là, Ouais. tu as besoin de. Tu as un process qui se fait, Mhm. tes SOP sont contrôlés, surveillés. 100%. Mais ouais, en termes d'investisseurs, je l'ai vu clairement parce que j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. Je peux t'en dire une cinquantaine. Et j'ai vu petit à petit l'évolution, les erreurs que je faisais. Parce que c'est beaucoup de sales aussi. C'est une partie très sales Oui, 100%. que moi, j'avais pas et que j'ai dû être forcé Ok. à développer. Et tu Bah, as clairement raison. tu vois ce que tu viens de dire? Regarde, tu as été forcé à développer tes compétences sales. Maintenant, tu n'es plus obligé d'être forcé à développer de nouvelles compétences. Tu peux les développer avec plus de plaisir, plus de conscience, sans y être Mhm. forcé, sans y être Sans y contraint. être, c'est Et les clairement prochaines ça. compétences que ça va te demander de développer, c'est des compétences managériales maintenant. Managériales et de décisionnaire, de dirigeant. Donc finalement, là où jusqu'à présent, tu as été le meilleur dans ton domaine à juste dérouler, être un opérateur, tu vas devenir le meilleur manager, puis le meilleur décisionnaire. Décisionnaire, ouais. Donc les compétences à développer, c'est management maintenant, plus, parce que tu les as déjà, tu gères des équipes, Mhm. mais encore d'un autre niveau, donc manager et manager de manager, puis décisionnaire. Les décisions, comme on l'a vu, c'est baquer sur les chiffres et toujours en corrélation avec ta vision. Donc, d'où l'intérêt d'avoir l'équivalent d'un directeur financier externalisé ou interne selon ta stratégie ou en partenaire existant comme on a évoqué avec DavTime. Oui. Parce que là, en fait, je décide sur base de chiffres. C'est factuel, c'est concret, j'ai une vraie lisibilité. Et quand j'ai plusieurs choix, bah, je regarde qu'est-ce qui me rapproche le plus de ma vision long terme. Et il te manque un dernier élément avec lequel on va peut-être terminer, mais qu'on n'a pas évoqué et que même toi, tu ne nous as pas demandé. C'est ta capacité d'exécution au quotidien et ta capacité à prioriser chaque semaine, chaque jour, chaque mois pour tendre vers tes objectifs Vers de tes l'année. objectifs. Parce qu'aujourd'hui, tes investisseurs, c'est pas tes sparring partners. Ils sont pas là tous les jours derrière toi à te pousser. Tes salariés sont pas là tous les jours à te pousser. C'est-à-dire C'est qu'en ça. fait, c'est toi qui t'autodisciplines. Mhm. Mais la nature humaine fait qu'on va avoir tendance à faire un peu plus de ce qu'on faisait la veille, de le refaire le lendemain. Mais vu que tu rentres dans une phase de transformation intense et que tu vas avoir besoin de te forcer, de te faire un peu violence au départ, à faire des priorités, à prioriser des choses différentes, notamment comme ce qu'on est en train de dire. Tu vas avoir plus tendance à faire ton quotidien qu'à faire les SOP, qu'à faire tes IA, qu'à faire ton playbook, qu'à faire tes recrutements, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est là où l'enjeu d'avoir un partenaire d'engagement quelque part et quelqu'un qui va pas te dire ah ok bah t'as essayé de faire ça, ok ça marche, ben c'est bien. Exactement. mec, On a des OKR là. Ouais, ouais. Là tu Des peux pas me dire objectifs. que tu vas passer ta semaine à juste faire ta com, alors qu'en fait ta com on s'en fout, c'est pas juste la priorité. C'est ça. On a dit qu'on avait tel objectif. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc Un avec partenaire qui renvoie la balle à chaque fois par rapport aux décisions que Qui réfléchit avec toi. Qui réfléchit avec toi. qui creuse avec toi les sujets, qui te Complètement challenge sur la d'accord. compression du temps, qui te met des deadlines, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est pour moi, tu parlais de secret sauce, ça c'est la vraie secret sauce qu'on voit que ça fait vraiment la différence. Ouais. Mais ça, c'est avec l'expérience que tu peux gagner sur le terrain, les prises de décision. Ouais. Parce que chaque prise de décision, il y a un aspect psychologique où tu doutes énormément. Et c'est là où avoir quelqu'un qui a un background bien établi, je dirais, Ouais. pourrait. Background, ça. mais parfois elle n'a pas besoin d'être meilleure que toi, ni d'être plus expérimentée. Ok. Le simple fait que tu aies un miroir, un engagement, accountability, tu vois en anglais, genre que tu es engagé envers quelqu'un, tu vas pas le décevoir. Il y a ce truc c'est psychologique. Mhm. Et lui, c'est son expérience, plus le fait que vous définissez des objectifs ensemble, plus qu'il te challenge sur la compression temporelle et les priorités, fait qu'en fait, ton année 2026, ça va être un carton total par rapport à juste une très bonne année. Tu vois. Exactement. Et ça c'est méga puissant. Et en parlant de discipline d'exécution, je sais pas comment tu t'organises sur tes semaines. Bah, écoute, moi, j'essaie de vraiment faire les tasks qui sont les plus importantes. J'ai les green tasks et les red Ok, tasks. très bien. Donc, celles qui vont essayer d'avoir le plus d'impact, je les fais en priorité Mhm. sur la situation dans la semaine. Imaginons, j'ai un Super. rendez-vous là, je vais rien faire d'autre à part ce rendez-vous-là. J'essaye en tout cas de faire ça de plus en plus parce que je perdais trop de temps en faisant trop de choses à la fois. Et aujourd'hui, j'essaie de vraiment faire les red tasks et puis les green tasks qui sont tout ce qui est mail, Mhm. daily tasks, on va dire. C'est quoi ton taux horaire? C'est-à-dire, Il se paye pas, il a dit. Ou Non, 5 mais 000. tu as de la valeur quand même dans ta boîte. c'est ce qui arrive là maintenant. Et écoute, mon taux erreur a été. Finalement, tu fais un peu tout.
Ouais. Donc tu sais pas à combien tu coûtes quoi, dans ta boîte. Si, il y a maintenant justement des management fees qui vont être intégrés dans la levée de fonds qui va être capitalisée. Là où moi, Non, ça c'est faisait- combien tu vas te rémunérer. C'est Mhm. pas ma question. Comment on fait pour calculer justement ce taux-là? En gros, on prend son chiffre d'affaires ou sa marge, peu importe, ça dépend. Il faut juste indexer ce chiffre après à toutes les variables de ton business. Ok. Tu prends le nombre d'heures que tu travailles par semaine et par mois et tu divises le chiffre d'affaires ou la marge, donc mensuel, par le nombre d'heures que tu D'heures que travailles tu par travailles. mois en tant que dirigeant. Ok. Surtout quand tu es seul aux manettes dans la boîte. Donc de là, souvent c'est la marge, c'est plutôt la marge. Donc imaginons sur les 300 000, tu as fait 30%, donc tu as fait plus ou moins 100 000. Tu travailles 100 000 divisé par 12, on va dire que ça fait 10 000. Tu travailles 25 heures par semaine, ça ferait 100 heures par mois, imaginons. Mhm. J'imagine que tu travailles bien plus, mais c'est pour que ce soit simple. Boum, 10 000 divisé par 100, tu fais le calcul Calcul. et tu as tout de suite ton résultat derrière. Donc tu sais qu'en gros, toutes les tâches que tu peux déléguer qui coûtent moins de 100 balles à déléguer, c'est quelque chose que tu peux déléguer à quelqu'un Déléguer d'autre, à à une tierce personne. Ouais, et déprioriser dans ton. Ouais. Ouais. Parce Dans que tes horaire, priorités. enfin, je fais que ça, moi, tu vois. Ah bah Donc, ouais, tu fais que ça. je Bah ouais. fais 16-20 heures, des fois, tu vois, tous les jours, ça fait 2 ans. Donc, taux horaire, ça va être Ouais. compliqué, je crois, Mais de tu vois, du coup, de ça me facturer. permet de Mm. mettre en lumière, même si ton ascension, elle est vraiment belle, et franchement, Mhm. respect, bravo, il n'y a même pas de sujet, que 100%, enfin, je suis vraiment prêt à parier gros là-dessus. Mhm. La question de Anis est vraiment bonne sur la partie priorisation et sur comment tu utilises en fait l'écologie de ton temps. Le Ouais, dirigeant c'est n'a pas conscience de ça et parle pas assez d'écologie de son temps. Dit autrement, je suis sûr que tu brasses du vent. c'est sûr. Pas à 100% du temps, qu'on soit Non, bien clair. sûr, Je veux pas non, te manquer c'est de sûr. respect, mais il y a tellement de choses que tu dois faire au quotidien en fait qui servent à rien. Tu vas dans un sens, tu retournes en arrière, tu vas dans un sens, tu dépriorises, tu machin, tu C'est trucs. clairement ça. Tu vois. J'essaie vraiment de plus en plus de vraiment calculer mon temps et essayer de les mettre dans des priorités qui font faire avancer. Et j'essaie de. Bah, ça fait 2 ans que je suis dans l'opérationnel. Je dirais 1 an et 8 mois. Mais là, maintenant, je touche plus à rien. Ouais. Je regarde plus Airbnb, je ouvre plus mes decks, mes chiffres. Enfin, j'ai mon manager qui fait ça et j'essaie vraiment Et de. tu as quand même un reporting. J'ai un reporting par rapport à DAFTime, mais il faut que j'en instaure Un un. par reporting avec tes équipes. Parce rapport à que mes équipes. la pire chose à faire, c'est justement de se dire maintenant je touche plus à rien. Ah, ouais. oui, oui, non, non. Ouais. Et donc je contrôle Tu prends pas. un- C'est juste, en fait, dès lors qu'on délègue quelque chose, ça c'est une règle qui est Mhm. méga importante. Tu délègues tout ce que tu peux déléguer Exactement. à une seule condition, c'est d'avoir des organes de vérification ou de contrôle. Mais ça fait 3 mois qu'on fait des réunions tous les lundis. Mhm. Avant ça, c'était brouillon, j'avais pas Mhm. le temps vu que je faisais un peu tout. Mhm. Là, ça va. Et je vois clairement le Ok. changement, la structuration, les retours aussi. Et je vois clairement la diff. Ce que je propose, c'est que là, je te partage la partie recrutement. Oui. Parce que c'est aussi ça qui va permettre d'aller chercher de la croissance et sortir Clairement. de l'opérationnel. Je pense que la partie modèle capitalisation, besoin de sécurité des fonds, on l'a. Si surtout tu as ces kits, franchement, vu ton modèle, ta renta, ta posture, si tu appliques les SOP, si tu recrutes correctement, si tu as la partie finance, tu as la gouvernance, tu as tous ces éléments, franchement, tu les trouves les fonds, Mhm. sans problème. Tu fais que 2-3 Et- coups de et les fil. biens. Tu Et les les trouves. biens. Les biens, tu les trouves aussi maintenant avec ce scrapping qu'on a évoqué, sans Le aucun problème. scrapping, ouais, c'est vraiment quelque Ouais. chose sur lequel je vais m'y mettre parce que si Et tu as les SOP de fonds et pas les scrapping. projets, SOP de scrapping, ça peut aller très très loin. Parce Ok. qu'après, tu peux le faire sur n'importe quelle ville. Une fois que tu as craqué un truc dans un pays, que les bases de données sont les mêmes et la même façon de scraper, ouais, tu scrapes ok. et tu fais autant de villes que tu as besoin. Recrutement, bon, je vais être je vais essayer d'être le plus simple possible Yes. parce que maintenant tu sais que tu peux utiliser l'IA de manière beaucoup plus poussée qu'avant en créant des SOP clairs et donc en lui mettant dans sa tête différents éléments avec un prompt clair pour être extrêmement bon dans ce qu'il sait faire. Donc ce que tu vas lui dire déjà, c'est d'être un expert en recrutement, de prendre en conscience certains éléments comment dirais-je, de management, de recrutement, de livres et autres. Tu vas lui partager ta culture d'entreprise, ta vision de l'entreprise, tes valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux comme hard skills en tant qu'attitude, tu vois, en termes de traits de personnalité, âge, etc. Est-ce que tu veux recruter des gens à Dubaï, pas à Dubaï, etc., qui parlent en anglais, qui parlent en français?
Bref, tous ces éléments sont extrêmement importants pour déjà poser un cadre. Ok? Tu vas lui donner des ressources en PDF de ta boîte, comme tu as fait pour le SOP, mais là, ça va être des éléments pour le recrutement. Une fois que tu auras fait ça, le but, c'est de comprendre que tout recrutement part la première étape, c'est hyper important, c'est le besoin. Tu ne peux pas te dire que tu vas recruter quelqu'un sans savoir exactement quel est le besoin qui va combler. Donc, du besoin découle, une fois que tu l'as clairement identifié et validé, la deuxième étape, une fiche de poste. Donc, une fiche de poste, hop, qui va te permettre d'avoir de la clarté sur qui on recrute, qu'est-ce qu'on veut exactement, c'est quoi le rôle, c'est quoi la mission, c'est quoi les attentes, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les possibilités d'évolution, quelles sont les différentes compétences dont tu as besoin, pourquoi, etc. De cette fiche de poste, eh bien, on va avoir la possibilité de créer, hop, juste ici, une annonce. Une annonce, et là c'est extrêmement important que tu prennes un concept qu'on partage très souvent, qui est la différence entre une agence 3 étoiles Michelin et une annonce fast-food. On a tendance à rédiger une annonce de recrutement un peu comme une commodité et comme on irait acheter une baguette de pain à la boulangère du coin sans vraiment se soucier de la qualité de ce qu'on fait. On se dit, OK, du moment que ça remplit sa fonction, que j'ai mis le rôle, les fonctions, le périmètre de responsabilité et le salaire, c'est bon, je drop ça et puis c'est réglé. Et en fait, c'est une grave erreur que de faire ça. C'est comme si, pour vendre son produit ou son service, on mettait uniquement les caractéristiques et puis on priait pour que les clients se ruent dessus et préfèrent notre produit que celui des autres. Et en fait, quand on se positionne dans une étape où on doit rédiger une annonce, il faut se mettre en opération séduction, tout comme lorsqu'on se met dans une posture pour rédiger une page de vente. Et en fait, une annonce d'offre d'emploi, c'est une page de vente qui est destinée à persuader votre client idéal. Et votre client idéal dans cette situation, c'est qui? En fait, c'est le A-player, c'est le collaborateur idéal, c'est la personne qui fit le mieux avec ce que vous recherchez dans la situation actuelle. Et pour y arriver, il faut savoir lui parler dans son vocabulaire, il faut savoir mettre des mots sur ce qu'il pense secrètement et même projeter sa capacité à assouvir ses désirs dans tel poste et en fait jouer quelque part avec ses émotions parce qu'on vend toujours avec des émotions et pas forcément avec des faits rationnels. Donc c'est méga important en fait de faire ça. Si on veut attirer un collaborateur spécifique, si on met une annonce générique, on attire un collaborateur générique. Si votre annonce est spécifique et rédigée comme une page de vente, eh bien on va attirer des gens vraiment sur mesure parce que ça va correspondre à 100% et ces personnes-là vont se reconnaître. C'est-à-dire que le but, c'est que tu te différencies. Aujourd'hui, il faut faire en sorte de créer une annonce comme tu mettrais en place une offre marketing pour vendre un produit quelconque. Donc en fait, c'est une pub. C'est pas juste le fait de dire il y a ce poste, venez en attendant que les gens sautent dessus. C'est ta page de vente. C'est ta page de vente, c'est vraiment une page de vente, c'est comme un tunnel. Donc ça veut dire que le titre, c'est pas le titre d'un emploi, c'est déjà une promesse finalement. Le sous-titre, c'est une sous-promesse. Les premières missions, ça doit être stimulant pour la personne. Parce que si tu veux des personnes qui sont bonnes, qui sont performantes, il faut comprendre qu'elles ne sont pas en train de rechercher un emploi depuis 8 mois. Tu vas peut-être devoir même les déloger d'un emploi déjà stimulant pour aller chez toi. Parce que tu leur vends une vision, tu leur vends plein de choses et tu veux des gens extrêmement ambitieux. Les mecs qui te backent et qui te posent 2 M sur la table et qui ensuite vont t'en poser 20, 50 et 100, ils veulent se dire « Ah ouais putain, Amine, il est entouré de champions du monde. » tu vois. C'est grâce à eux qu'on va aller chercher parce que les gens, ils investissent souvent dans l'équipe et pas uniquement dans une idée, dans un projet ou autre. Donc, annonce 3 étoiles, c'est capital. De là, une fois qu'on a l'annonce 3 étoiles, il va se passer 2 choses. La première, donc étape numéro 4, ça va être le sourcing. Finalement, c'est la diffusion de l'annonce. Donc, où est-ce qu'on diffuse? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que le maximum de candidats puissent être au courant qu'il existe cette opportunité. Donc là, tu as Indeed, LinkedIn Ads, LinkedIn au global, Welcome to the Jungle. Tu as plein de sites aussi spécialisés au MENA, dans la région MENA. Tu fais une recherche sur Gemini, ChatGPT ou autre. Tu auras plein de sites. Certains sont payants, certains sont gratuits. Ça vaut parfois le coup de payer 100, 200, 300, 400, 800 $ par mois pour être référencé sur certaines plateformes. Choisis-les bien et puis échange avec certains locaux ici qui ont déjà fait des recrutements locaux pour pouvoir avoir leur feedback. Et puis, tu auras certaines plateformes aussi qui vont être très bien, typiquement comme LinkedIn, pour aller recruter des gens en Inde, pour aller recruter des gens à l'étranger. Il y a énormément de gens qui recherchent. La problématique de ça, si tu appliques déjà bien tout ça, surtout ces 2 phases-là, tu vas avoir beaucoup de candidats. Donc là, on va devoir faire 2 choses. Étape 5, on pourrait presque l'appeler 4 bis, en prorata avec l'annonce, enfin en lien avec l'annonce et la fiche de poste.
on va créer ce qu'on appelle une scorecard. Tu sais ce que c'est une scorecard? Dans le cadre une de recrutement, évaluation. une sorte d'évaluation, une grille d'évaluation, d'évaluation. exactement. Où on rappelle du coup le titre, le contexte, la mission, les valeurs, les soft skills, les hard skills, différents éléments. Mais surtout, on va avoir sur cette scorecard une sorte de tableau, tac, énorme comme ça, avec, basé sur la fiche de poste, entre 10 et 20 compétences clés, donc des lignes de compétences. Par exemple, ça peut être l'anglais, ça peut être, je sais pas moi, l'informatique, ça peut être les finances, ça peut être la comptabilité analytique, ça peut être le management, peu importe. Et puis, tu vas avoir 4 colonnes qui vont, pour certaines, attribuer 0 points, 1 point, 2 points et moins 1 point également, voire des fois moins 3 points, etc. Le but, c'est d'identifier ce qui est idéal, ce qui est nécessaire mais pas obligatoire, et ce qui peut être aussi complètement rédhibitoire ou vraiment pas bon. Toi, typiquement, je te donne un exemple très concret. Imaginons que pour toi, c'est extrêmement important que la personne parle anglais, mais tu es OK si la personne elle parle plus ou moins anglais. Par contre, si elle ne parle pas l'anglais, pas un mot, c'est rédhibitoire, elle n'a pas le poste. Il faut clairement le mentionner. Et donc, grâce à cette scorecard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une automatisation entre la diffusion et la scorecard. Et donc ici, il y aura une sorte de premier filtre qui va s'opérer, de façon à faire en sorte qu'en étape 6, eh bien là, on ait une liste. Cette liste, elle va être hyper importante parce qu'elle va te permettre d'avoir l'ensemble des candidats qui auront candidaté du coup à ce poste, mais en mettant en évidence d'une part les top candidats, en vert par exemple, tu vois, au top qui auront peut-être, je te dis une bêtise, entre 70 et 100% de correspondance aux besoins exacts, à l'annonce et puis à l'affiche. Ensuite de ça, en jaune, tu auras ceux qui vont être entre 50% et 70%. En rouge, tu auras ceux qui vont être en dessous. Et puis en noir, c'est ceux qui sont littéralement éliminés. Puis après, si vraiment tu veux, parce que c'est important pour toi, la culture d'entreprise, etc., tu peux même créer une automatisation qui fait que tous les gens en rouge et en noir, on leur envoie automatiquement un email. Merci d'avoir candidaté, malheureusement, ça ne va pas le faire. En jaune, si au bout de certains jours, à un certain temps, tu ne les as pas recontactés, tu n'as pas changé de colonne ou quoi, ça envoie un email aussi. Et puis en vert, tu les traites en direct. Maintenant, avant de les traiter en direct, eh bien, il va falloir mettre en place, les interviews. Les interviews, et donc tu vas faire plusieurs types d'interviews. Tu as un premier call qui va durer une quinzaine de minutes, qui n'a pas forcément besoin d'être fait par toi, ça peut être fait par un de tes managers, typiquement, dans lequel tu vas spécifiquement lui faire poser des questions. Et ces questions, tu vas toujours, sur la base de ton GPTs qui t'aura permis de recruter la personne, de créer cette fiche de poste, de créer cette annonce, lui dire « Ok, basé sur la scorecard, les différents éléments, viens me créer, je te dis une bêtise, 5 à 10 questions spécifiques que mon manager va pouvoir poser au candidat dans le cadre d'un appel de 15 minutes, de façon à qualifier de manière vraiment pragmatique, pas émotionnelle, pragmatique, la personne. Et donc là aussi, tu vas faire une scorecard sur ce premier interview. Bien sûr, tu ne vas pas demander à ton gars de commencer à remplir des cases. Cet appel, ça va être une visio ou un appel enregistré. Hyper important. Donc, soit sur Zoom, soit sur Google Meet, soit lors d'un call avec Aircall ou n'importe quoi. Ça va être enregistré. L'enregistrement, tu vas le retranscrire. Donc, tu auras un transcript. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça. Transcript. Ce transcript, tu vas le mettre dans un autre GPTs ou un autre conversation GPT. Tu vas lui donner les instructions de scoring. Du coup, là, tu as une scorecard bis qui aura été créée pour cette interview, basée sur l'annonce et la fiche de ce poste. Donc, tu recrées une conversation à chaque poste. Oui, à chaque poste. Voilà. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir réellement faire en sorte de qualifier tous les candidats que tu auras eu en interview. Et à la fin, tu n'auras pas un score que, je sais pas, comment il s'appelle ton manager? Pietro. Pietro, tu n'auras pas un score que Pietro il aura mis comme ça parce qu'il s'est dit ah bah ouais lui il était vraiment cool, ah lui il était un peu moins cool, ou je sais pas, on sait jamais ce qui arrive dans la vie, tu vois, imaginons d'un coup lundi il est un peu moins de bonne humeur et puis il va se dire bon bah lui il a que 3 sur 10 alors qu'en réalité il méritait peut-être 5. Là au moins c'est factuel basé sur les vraies réponses et puis que le candidat il se vend. Premier point, donc on appelle ça l'appel de préfiltrage. Ensuite de ça, tu vas leur faire un exercice. Tu vas leur faire un exercice, tu vas leur donner, des fois il y a l'exercice à 4 mains, c'est-à-dire que tu vas leur donner 1 heure et puis tu vas le contrôler, etc. Là, tu vas leur donner 24 heures, ils le font chez eux. C'est un exercice qui peut être fait basé sur la fiche de poste, l'annonce, le besoin.
Donc là, vraiment, c'est la triptyque de ces éléments qui va créer un exercice. Cet exercice, tu le crées 100% avec l'intelligence artificielle en posant simplement la question dans la même discussion. Un exercice simple qui lui permet de concrètement qualifier la personne, tester ses compétences, tester sa réflexion, tester ci, tester ça, ce qui compte pour toi par rapport à ce poste. Ouais. Et puis, qui peut être là aussi, et tu dois le mettre dans la question, analysé par l'IA pour le scorer derrière. Donc, tu attends l'exercice, boum. Et ce qui est important, c'est au niveau de la diffusion. Ici, si tu as 7 candidats pour le poste, pas intéressant. Ouais. Si tu en as 1000 ici et que tu n'en as plus que 50, 50, ça devient ouais. très intéressant. Bien sûr. Ensuite, il y a un autre interview. Vu la taille de ta structure aujourd'hui, ce deuxième interview, c'est toi qui le fais. À terme, ce ne sera pas toi qui le fais. Okay. Là, les questions que tu vas poser, c'est sur base de tout ce qu'il te reste encore à confirmer pour savoir quel est, si ce candidat est la bonne personne. Donc ici, ce qu'on va vérifier en général, c'est les compétences techniques à haut niveau, qu'on ne pourrait pas faire en un exercice de 24 heures ou autre. C'est poser la question, quand je vais appeler un de tes anciens boss ou autre, un de tes anciens collaborateurs, coéquipiers ou autre, qu'est-ce qu'il va dire de toi? Et c'est hyper important ça, cette question. Et puis également voir au niveau attitude. Tu vois, attitude, vision, culture fit, projection dans le futur, etc. Bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, excuse-moi, mais dans la partie fiche de poste, scorecard, les questions, préfiltrage et autres, ou même ici, le plus rapidement possible, il faut demander les prétentions salariales. Parce qu'il y a des gens qui vont complètement être à côté de la plaque, à l'ouest. Donc là aussi, tu élimines si besoin. Donc les gens, quand ils arrivent ici, sont quand même assez qualifiés. Toutes ces réponses, tous ces éléments, ça va te permettre d'aller chercher, en général, à cette étape, ton top 3, voire 5. Et là, du coup, c'est le fait de trancher, quoi. Décision. Décision. Voilà. Décision pour le recrutement. Le point le plus important ici, c'est de comprendre qu'en fait, quand tu as fait toutes ces étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 étapes, ok, c'est que le travail il commence ici. En fait, on pense qu'il commençait là, mais en fait, il commence ici. Pourquoi? Parce que sur base de toutes les interactions, de tout ce que tu as fait, c'est pour ça qu'il fallait tout enregistrer, retranscrire, garder une seule conversation et autres. Tu vas reprendre tout ça, tu vas le remettre basé sur le besoin et la fiche de poste, hyper important. Donc, base-toi sur le besoin et la fiche de poste que tu exportes en PDF et que tu remets dans la même conversation. Et tu lui dis, sur cette base, j'ai choisi mon candidat. Il s'appelle, je te dis une bêtise, David. Il va démarrer lundi prochain. Crée-moi un onboarding de A à Z pour David, basé sur tout ce que tu connais de l'entreprise, plus des objectifs sur sa première semaine, sa deuxième semaine, sa troisième semaine, sa quatrième semaine et des OKR sur les 90 prochains jours pour pouvoir le faire démarrer. Et derrière, tu lui dis aussi, basé sur ces éléments de manière factuelle, détermine ce qui ferait que ce candidat n'est pas validé et ce qui ferait que ce candidat pourrait être validé pour sa période d'essai de 90 jours. Et ce qui ferait que ce candidat peut-être devra avoir une extension de période d'essai de 3 mois supplémentaires, ce qui est aussi possible. Légalement, tu peux tout à fait le faire. T'envoies, tu regardes ce qui te sort, tu le lis très attentivement, ça c'est important. Tu ajustes au besoin, vocal, machin, tu discutes avec l'IA, etc. Tu crées un document. Tu le mets en PDF, tu crées un dossier David onboarding, machin. Dans ce dossier, tu mets toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir comprendre ta boîte, les SOP dont il aurait besoin pour pouvoir avancer, le truc, tu lui partages. Tu fais un call, là aussi en visio et autres, enregistré avec une IA à l'intérieur. Tu fais en sorte qu'il ait pris connaissance de tous ces éléments avant. Tu lui expliques tout. Tu valides tout avec lui. Tu t'assures qu'il note dans l'agenda. Tu fais en sorte que le N+1 de David, en l'occurrence, il puisse le suivre à chaque fois, chaque étape. Et puis derrière, factuellement, tu sauras si oui ou non, ce David, c'est la bonne personne ou pas. Mais avec ce process, si tu appliques ces 11 étapes et surtout tu prends très au sérieux après la partie onboarding, les KPI liés à l'onboarding et les OKR liés à l'onboarding, assurément, tu recrutes mieux que 99% des gens, 100%. En partant du principe qu'en amont, on a créé un GPT complètement personnalisé. Ouais. Non, c'est très propre. Parce que je sais que le processus de recrutement, j'ai eu pas mal de candidats quand même, et aussi après ça, une fois qu'il est engagé, de lui donner des OKR, des objectifs et tout ça, c'est très important. Ouais. C'est très très important. C'est chronophage. Et ça rend service à tout le monde. Et ça rend service à tout le monde. À toi, à lui.
Tu vois, ça évite les loupés, Mhm. ça évite la flemme en cours de, une fois que le gars il a Ouais. commencé. C'est pas quand tu l'as recruté que tu vas réfléchir à ses objectifs et à quoi lui donner comme travail. Ouais. Ni aux évaluations. Merci pour ce coaching-là. J'étais réticent quand même au début avant de venir. Je suis venu parce que je me suis dit, avec Alex, je vais voir aussi. Et j'ai une très bonne impression aussi de Anis. Mais je suis très réticent sur ce genre de choses parce que je suis beaucoup dans l'action. Et j'essaye d'être beaucoup dans l'action et moins sur la théorie. Mais c'est clairement des parties sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Et vous avez évoqué plusieurs points que j'ai des coachings des fois avec certaines personnes qui ont quand même bien réussi dans leur vie. Et ils ont clairement identifié les mêmes problèmes que vous avez identifiés. Réel, hein. Playbook, d'investisseurs et la partie recrutement aussi. Donc je suis très impressionné, franchement. Tu sais, la dernière fois quand tu étais venu me voir, tu m'avais dit peut-être qu'il y avait aussi un sujet mindset, etc. Yes. Pour plein de raisons. Est-ce que tu peux m'en parler vraiment juste en 30 secondes? Il y a cette partie-là où moi, je sais pas, peut-être tu dis entrepreneur. Moi, pour moi, entreprendre, c'est dans différentes manières. À la base, moi, j'ai juste envie de changer ma situation financière et je me jette dans la gueule du loup, tu vois. J'arrive à Dubaï, j'ai pas de mentor, pas d'amis, rien. Et j'en viens à créer ce business-là. Si tu m'aurais dit ça hier, je t'aurais envoyé balader, qui me dépasse un peu. Et il y a cet aspect psychologique où tu doutes constamment par rapport aux prises de décision que tu es amené à prendre. Et il y a ça, et il y a l'autre barrière que aussi j'ai remarqué, c'est que le fait que je suis jeune dans une industrie qui est assez shark, on va dire. Et ça aussi, ça peut pas me porter à défaut, mais quand tu fais des rencontres avec des investisseurs ou des partenaires, tu peux être vite ramené à être challengé pour qu'on te redescende, soit en tant qu'opérationnel, ou il y a toujours ce truc-là où que j'ai appris en tout cas à déceler durant certaines phases de négociation. Et donc, je dirais, il y a ces problématiques-là qui sont pour moi, surtout la prise de décision sur des gros montants comme ça qui vont être un gros changement en fait. Parce que là, on part sur des gros montants. Moi, j'ai cette valeur de, quand on me confie de l'argent, j'ai cette crainte de perdre de l'argent, de faire perdre quelqu'un. C'est pour ça que je suis solo player. Quand je fais quelque chose, j'essaie de ramener le moins possible de personnes avec moi. Et du coup, j'ai cette crainte aussi là de brûler du cash ou prendre des mauvaises décisions qui vont être très coûteuses. Ok. Et aujourd'hui, quel est l'impact de ce blocage-là, on va dire, sur ton quotidien? Encore une fois, si tu fais une approche avec des investisseurs, une offre bien précise, on parle de sales encore une fois, donc c'est du mindset pur et dur qu'il faut travailler, je pense. En quoi ça te limite? En fait, c'est global, hein. C'est pas que c'est pas un truc qui me bloque directement, si c'est ça ta question, mais c'est plus, encore une fois, la prise de décision, elle est générale. Okay. Est-ce que je vais me positionner sur ce terrain-là? Est-ce que ma projection financière elle est adéquate? Est-ce que je fais pas une erreur en me positionnant sur ce terrain-là? Okay. Pourquoi j'irai au Maroc et pas là? C'est toutes des décisions. Je comprends. Et qu'est-ce que tu aimerais? Si on pouvait arriver à n'importe quel résultat ensemble, là, tout de suite, tu aimerais arriver à quoi? C'est juste le fait d'être constamment seul, à devoir prendre des décisions seul. Et ça, je pense qu'être challengé par rapport à ça, ça pourrait... Ok. Donc là, tu me parles d'une solution, c'est-à-dire tu aimerais arriver à avoir un sparring partner. Ouais. Ok. Mais toi, intérieurement, si je pouvais claquer des doigts et provoquer une reprogrammation chez toi, tu aimerais quel résultat? Par rapport à la prise de décision, au doute, tu vois, au fait que tu te mets des fois la pression, tu hésites beaucoup, ou face à un investisseur, etc. Écoute, moi, les décisions, je les prends. Dans tous les cas, j'ai toujours été amené à prendre mes décisions moi-même. Donc, il faut les prendre et je les prends. Mais ce serait cette partie mindset de l'offre que tu évoques ou le business que tu portes, de l'assumer totalement. Parce que c'est quand même un business qui est assez conséquent. Que quand tu arrives et tu essaies de faire une levée de fonds, tu la fasses avec de l'assurance. Ça, c'est pas vraiment un blocage, mais comme j'ai dit, c'est une partie... C'est une limitation. En fait, c'est une limitation, en fait. Au début, moi, j'ai utilisé le terme impact. Ça va être difficile de te donner un cas, tu vois, mais... Mais j'ai compris. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, c'est quoi l'impact de ça? Et toi, au début, tu m'as pas répondu exactement. Non, parce que je prends des décisions tous les jours, en fait. Tu vois, les décisions, c'est moi qui les prends. Donc, que ce soit des bonnes ou mauvaises décisions, je les prends. Mais aujourd'hui, la crainte réelle, c'est de passer... Écoute, dupliquer ça et rouvrir un autre, je pourrais le faire. Mais passer, industrialiser et ouvrir vraiment... J'ai des grosses responsabilités aujourd'hui. On parle d'immeubles, de building. Est-ce que
se positionner sur ça, c'est le choix à faire. Amine, Ok. moi, Amine, 30 ans, je ne sais pas te dire oui ou non, mais je prendrai cette décision. Donc, Ok. je ne sais pas si J'ai tu compris. vois un peu la limitation. Je comprends, mais elle est naturelle, elle est très saine et c'est tout à ton honneur, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens te font confiance. C'est parce que tu as une capacité à prendre en considération la responsabilité Mhm. et à honorer l'investissement que quelqu'un peut venir faire chez toi, Ok. tu vois. Donc ça, c'est une qualité. Maintenant, cette qualité, elle doit pas avoir son défaut. Faut pas que tu aies le défaut de cette qualité. Que je perds des deals ou que les gens ne veulent pas travailler, bien sûr. Ouais, et puis que ça te limite dans tes choix. Au lieu de prendre une décision en 24 heures, tu vas peut-être la prendre en 24 jours ou en 6 mois, Ouais. tu vois, parce que tu vas hésiter, tu vas totalement manquer de confiance. Tu vas te dire, OK, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis pas capable? Est-ce que la personne en face de moi, est-ce qu'elle est supérieure? Est-ce qu'elle essaie pas de me tendre un piège? En fait, toutes ces questions que tu te poses, elles sont normales, mais le fait que tu leur accordes trop d'importance va faire que ça va te ralentir dans ton avancée. Toi Clairement. qui es un homme de terrain, un homme d'action, c'est une de tes plus grosses sources de ralentissement. Parce que tu vas faire des petites actions, mais sur des gros moves et des grosses actions, tu peux être amené à manquer de certitude. Parce que dans ton schéma de réflexion tel que tu me l'as évoqué, tu veux trouver la bonne décision. Mhm. Mais une décision par définition n'est ni bonne ni mauvaise. Ni bonne ni mauvaise, ouais, clairement. Elle est neutre. Et la résultante et l'issue de ces décisions vont dépendre des actions que tu fais et de la vie et du destin et des choses qui se présentent à toi. Mhm. Et ces choses-là, tu ne les contrôles pas. Si tu évalues une décision sur une fenêtre de 3 mois, tu vas faire un certain constat. Et puis si tu évalues cette même décision sur l'impact qu'elle aurait eu à l'échelle de 3 ans, ton évaluation sera complètement différente de la première sur 3 mois. C'est ça. Donc est-ce que ta décision était mauvaise? En fait, ça dépend de Non, quelle ça échelle dépend de temps quel- tu l'analyses. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, moi, j'ai eu la chance en individuel de coacher plus de 800 personnes aujourd'hui, Ok. en individuel. C'est plus de 6000 heures de coaching, de consulting, de mentorat. Et ce que je vois et ce dont j'ai fait l'expérience, c'est que même une décision qui sur papier est catastrophique, je passe 30 minutes avec la personne, elle ressort pleine de gratitude qu'elle ait pris cette mauvaise décision, entre guillemets. Ok. Parce que les bénéfices que ça lui a apporté dans la vie sont incommensurables. Mais c'est juste qu'elle ne les voyait pas. Et en fait, en faisant ça des centaines de fois, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il existe réellement des mauvaises décisions? Non. Il existe simplement une perception d'une situation qui va plus te faire croire que tu as plus de confort ou d'inconfort à avoir fait ce choix-là. Et dès lors que tu penses qu'une situation t'apporte plus de difficultés que de plaisir, tu vas la polariser dans ton esprit et tu vas avoir tendance à percevoir qu'elle est mauvaise pour toi. Et c'est pareil avec les gens. Des fois, tu peux avoir tendance à rendre quelqu'un méchant ou mauvais parce que tu vas le regarder uniquement à travers certains prismes. Mhm. Mais si tu fais ça à travers un prisme différent, à chercher que les qualités d'une personne, tu vas beaucoup l'estimer. Et finalement, tu te rends compte que ta perception, c'est qu'une illusion. Ouais, c'est clairement ça. Et c'est pareil pour une décision. Est-ce que, Amine, 30 ans, c'est le moment pour toi de faire un building? Mais tu pourrais autant te dire, non, absolument pas, reste à faire des villas ou des appartes. Mais laisse tomber, mec, le building, c'est trop pour toi. Comme tu pourrais te dire, mais Amine, t'es fou, un building, c'est pas assez, pourquoi tu ferais pas 10 Non, bien buildings sûr. alors que tu es la même personne? C'est simplement une question de perspective. Perception. Hein. Perception, perspective et décision. Ok, je peux changer ma perception par rapport à l'histoire du building, Mhm. mais in fine, est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que j'ai envie de mettre l'intention de faire ce projet? Mais moi, Et ça, Anis, c'est quoi toi? moi, je cherche pas la décision parfaite. Tu vois, Mhm. dans ce que je suis une personne qui estime m'être capable de prendre des décisions. Mhm. J'ai été amené à prendre beaucoup de décisions. Moi, la différence, c'est que aujourd'hui, je me retrouve avec des vraies responsabilités. Mhm. Tu vois, et cette décision, elle se retrouve à être d'un coup impactante. J'engage des personnes avec moi dans ce projet, qui sont des investisseurs, peu importe, mais ça ne cache pas le fait que ces gens-là misent sur moi. Donc il y a maintenant, au début, il y avait... Permets-moi de t'interrompre là-dessus. Mhm. Tu vois, tu connais la PNL, programmation neurolinguistique. Chaque mot que je prononce, il programme mon esprit Ok, et il programme mon cœur, mon âme. Chaque chose que je dis, ça vient s'auto-mettre à jour en fait dans mon identité. ton cerveau l'identifie et l'analyse exactement. C'est tout ton être. Bien sûr. C'est chaque cellule de ton corps. Ok? Là, tu viens de dire,
j'ai de grosses responsabilités. Donc déjà, ta perception de ta responsabilité, elle est supérieure à toi. Ouais. Et à partir du moment où tu crois qu'une responsabilité te dépasse, tu vas agir de façon inférieure à ces responsabilités. Avec crainte. Et ouais. Ouais. Là, c'est la première chose que tu as dit. Ensuite, tu as dit, j'embarque des gens avec moi. Moi, je vais te dire un truc. Les investisseurs, c'est pas toi qui les embarques, hein. C'est eux qui s'embarquent avec toi. Mhm. Ils n'ont pas 30 ans, ils ont un capital qui est largement supérieur au tien, ils ont une expérience qui est supérieure, et tu l'as Bien même sûr. dit, c'est des requins. Même gentils. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut rectifier. Donc ne dis plus, je les embarque. Ouais. C'est, ils choisissent de rejoindre mon aventure. En responsabilité. Et cette responsabilité, c'est pas une grosse responsabilité. Tu discutes avec quelqu'un, tu as dit tout à l'heure des gens qui ont beaucoup réussi. Je leur dis, hey, tu penses quoi de la responsabilité de gérer 10 millions d'euros de gens dans mon business? Il va rigoler, il va te dire. Il va dire, ouais, c'est tranquille. Mhm. Il va C'est dire, sûr. parle-moi de 100 millions, Ouais. parle-moi de quelque chose de très risqué, de 1 Ouais, milliard. mais c'est parce que je passe aussi, moi, à mon niveau, on parle de 500 000 à 2 millions, et on parle, tu vois, Oui, on part sur... mais sauf que C'est plus les ton mêmes niveau, décisions. c'était pas un niveau à 500 000 ou à 300 000. Ton niveau, c'est le niveau opérationnel de réussir quelque chose que personne n'a réussi avant toi. Ouais. Il est là ton niveau. Mhm. Ton niveau, c'est pas se comparer en millions, c'est se comparer en capacité d'exécution et d'avoir validé un concept. Donc là, ton niveau, il est supérieur au leur. Parce que s'il pouvait le faire, il miserait pas à 2 millions chez toi. Il Mhm. le ferait. Pourquoi il mettrait de l'argent alors qu'il pourrait recruter quelqu'un qui ferait la même chose? Ouais. Ça leur coûterait moins cher, hein. Ça leur coûterait, non, c'est pas un business facilement réplicable. Et, Donc, si tu te compares à quelqu'un d'un aspect financier, tu vas te mesurer. mhm. Si tu te compares d'un aspect exécutif et sur ton business, tu vas aussi t'évaluer. Dans le meilleur des mondes, on ne se compare pas. On s'observe, mais on ne se compare pas. On évalue les individus de manière isolée, mais on fait ce qu'on a à faire. Ce qui fait que même demain, tu as le président de je sais pas quel pays ou le roi de je sais pas quel pays, c'est juste un individu qui est en face de toi Ouais, bien sûr. et qui est en train de voir si lui, il a un intérêt à faire du deal avec toi, et toi aussi. Donc ça, c'était pour le premier point. Et enfin, ce que tu as utilisé, tu as dit, il mise sur moi. Et en disant ça, tu te mets une pression énorme. Ils misent pas sur toi, ils misent sur eux, leur capacité à parier sur un projet. Sur un projet, un À la fondateur. À la limite, ils misent sur un projet. Donc, et ce projet, c'est pas juste nomade. C'est leur projet de vie. Ils misent 2 millions sur un bout de leur projet de vie, avec une possibilité que dans 10 ans, ils fassent un fois 100. C'est sûr. Ils ne me C'est prêtent sur pas ça de qu'ils l'argent. Ils investissent dans un projet qui peut leur T'imagines ramener un retour sur investissement. T'imagines le confort qu'a l'investisseur. Mhm. Ouais, bien sûr, Donc, c'est sûr. Moi, j'aimerais vraiment que tu changes Mais d'état comme c'est la d'esprit. première position, c'est juste certaines craintes, tu vois. C'est normal. Tu vois. Et c'est même très sain. Mhm. Vraiment, hein, c'est à ton honneur. Maintenant, vu que ça te limite quand même, je t'encourage à faire ce changement de perspective. Mhm. L'investisseur, il mise pas sur toi. Il est séduit par toi. Il te flaire. Ouais. Il se dit, OK, je Clairement. peux lui faire confiance. Mais il va pas miser sur toi, hein. Il va miser sur son projet de vie en mettant un petit ticket dans un investissement avec un risque qui l'a est calculé. proportionnel, qui est proportionnel aux bénéfices que ça va lui rapporter. Exactement. Mais c'est lui le décisionnaire. Toi, tu n'as rien caché. Et puis, c'est toi qui, tous les jours, va te lever pour aller lui générer Lui des générer, profits. bien sûr. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, en bien fait, sûr. c'est un deal équilibré. À partir du Mhm. moment où tu as dit oui, c'est que c'est équilibré. Ouais, bien sûr. OK? Donc, voilà, moi, ce que je voulais te partager. La pression n'existe pas. C'est qu'une perception. Ça, de toute façon, tu le sais. Les décisions, ni bonnes ni mauvaises, c'est des décisions qui sont neutres. Selon l'horizon de temps de ce que ça génère, tu pourras évaluer si ça a été bénéfique ou négatif. Et même si tu crois que c'est que négatif, en te forçant à regarder tous les avantages, tu vas te rendre compte que ton esprit, il était focus que sur une partie. Ouais, Et que finalement, clairement ça. c'est absolument neutre. Et enfin, 2 millions pour toi, c'est comme 1 euro pour peut-être l'investisseur. Pour tu vois. l'investisseur, ouais. Donc, finalement, la seule façon que tu as de performer et de satisfaire tout le monde et d'honorer tes engagements, c'est d'être ultra lucide sur le fait qu'il n'y a aucun enjeu. Le seul enjeu, c'est que chaque jour et chaque action que tu génères, elle soit à la hauteur du maximum que tu pouvais faire. Et quand je dis maximum, c'est pas faire 20 heures de travail tous les jours. Non, non, bien sûr. Quand je dis maximum, c'est en qualité de présence et en qualité de... Prise d'action. ouais, voilà, Décision. exactement. Bien sûr. 6 heures par jour, supérieure à 20 heures dans ta À journée. 20 heures, ouais, ça, Exactement. même la notion du temps, hein, elle s'est tellement élargie dans ma tête. Mm. Avant, je travaillais énormément, mais j'avançais pas autant que ce que j'avance là récemment. Mm. Et c'est plus prise de décision de temps par rapport
que va me rapporter Ouais, cette énergie que je mets dans ce temps-là. 100%. Tu vois, sur la suite de... Là, par exemple, je travaille sur mes 5 prochaines années. Mhm. Je travaille plus, alors qu'avant, je travaillais sur ne pas avoir Mhm. un retard Je conséquent. comprends. Tu comprends? Donc, ça aussi, c'est très important. Ouais. Et je terminerai par te partager un dernier élément mindset qui est très puissant. C'est projette-toi dans la version d'Amin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Genre là où tu es au max, au summum. Moi, Peut-être je sais à 80 clairement ans. où je vais arriver. Hein. Ben. C'est comme si je l'ai schématisé, dessiné. Eh ben, tu vois, ce dessin et ce schéma, Mhm. mets-toi dans la peau de ce Amin qui a atteint ce top, cet optimum, et discute avec lui. Quand tu as un moment de doute ou que tu as un moment d'incertitude, Deviens avant d'avoir. exactement. Mhm. Être avant d'avoir. Et même non, mais même, c'est même au-delà de ça, moi je suis d'accord avec ce être avant d'avoir. Moi, je prône ça à mort. Mais c'est le Amin là, dans 20 ans, 30 ans, 10 ans, peu importe l'horizon de temps, qu'est-ce qu'il te dirait? Là, si tu hésitais sur un truc à 2 millions, ou si des fois tu as un rendez-vous avec un investisseur, ou si tu te Clairement. mets de la pression, tu vois, il va pas l'observer de la même façon que toi. Bien sûr. Bah, demande-lui conseil. C'est ce qu'on appelle un dialogue des parties. Mhm. Tu vois, en coaching ou en psychologie, dialogue avec cette part-là. Bien sûr. C'est comme quand tu as une idée, tu as une vision qu'elle n'a pas encore vu le jour. Mhm. Parce que la position d'Amine aujourd'hui et la position d'avant, je me rappelle, je pitchais mon projet, on me rigolait au nez, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, on est établi, on est en place. Je vois directement la différence de Bien les sûr. retours et le positionnement que ça a quand Mhm. j'interagis avec des investisseurs ou Bien sûr. autres personnes. Même si tu n'avais rien accompli, la certitude et l'expertise que tu as maintenant, si on devait la ramener en arrière il y a quelques années, les gens ils te riraient pas au nez. Ouais, c'est vrai. Parce que tu n'es pas la même personne. Tu as accumulé un background, une certitude, une posture, une énergie Ouais. qui est confiant pour ce projet-là. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu arriveras à faire la même chose, mais sur un projet d'1 milliard. Ouais. Tu es persuadé que tu vas arriver là déjà, même si tu ne l'as pas. Exactement. Et ça, Et tu l'incarnes. clairement. Mais tu dois l'incarner, c'est ça. Et j'avais, par exemple, speecher ou tu vois, discuter, c'était aussi, j'avais aussi des barrières limitantes par rapport à ça. Mhm. Limite, j'ai été invité à plusieurs conférences ou des choses pour parler de mon business. C'est quelque chose que je n'osais pas faire avant et aujourd'hui, je le fais les doigts dans le nez, tu vois. Je dirais Ok. pas parfaitement, mais Mais confortable, à l'aise. confortable parce que j'étais trop dans l'opérationnel à un moment donné. Et après, j'ai dû être confronté ou j'ai dû changer de casquette et me positionner en tant qu'entrepreneur, Mhm. CEO de sa boîte. Et je me suis dit, tu sais quoi, lève la tête, vas-y. Et si ça rate, ça rate. Si ça passe, ça passe. Et fais-le. Mais le fait que tu l'as répété, ça te rend plus confortable Plus avec confortable, la situation. Vraiment. Ouais. Donc, garde en tête qu'une des clés aussi qu'on peut partager aujourd'hui, c'est la notion de répétition. Répétition, ouais. Répéter quelque chose te rend plus à l'aise avec la chose, peu Vraiment. importe d'où tu vas. Atomic Habits. ils disent. Yes, complètement. 1% Ouais. meilleur chaque jour. Je m'appelle Amine, je suis né en Belgique, à Bruxelles, Anderlecht pour les plus intimes. Et aujourd'hui, je développe, du moins j'essaie de créer une chaîne de boutique hôtel ici à Dubaï. On a ouvert notre premier établissement à Dubaï. Et quand je dis hôtel, on est plus dans la niche du co-living. Ce qu'on essaie de faire, c'est apporter cette touchy premium dans le co-living. Appelle ça comme tu veux, entrepreneur ou pas. Moi, je m'appelle Amine, j'ai 30 ans. Et on entreprend de différentes manières. C'est juste que moi, je voulais un peu avoir une meilleure situation financière. Je me retrouve à Dubaï du jour au lendemain quand je perds tout en Belgique. Donc, j'ai plein de questions et je me demande qu'est-ce que je peux faire. Surtout, j'ai une faim, tu vois, j'ai une certaine faim qui est là. Et ça a été pour moi le plus gros clic, je dirais. Donc, je veux vraiment apporter une plus-value au-delà de l'aspect financier. C'était au début l'aspect financier, donc créer cette source de revenus qui me permettrait d'être libre et de vivre à Dubaï, c'était un rêve et c'était impossible pour moi de base Dubaï. Donc ça a été, j'ai su résoudre ça, mais aujourd'hui ce serait vraiment de rapporter cette plus-value et ramener d'autres gens, leur donner aussi cette possibilité de venir ici à Dubaï. Et ça serait ça un peu. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui me ralentit, c'est que ce que j'ai créé, je dirais, me dépasse un peu. C'est pas un business qui est facilement réplicable ou scalable. C'est un business assez atypique. Et j'ai pas fait d'école en hôtellerie ou quoi que ce soit. Du coup, j'y vais du jour en jour et j'essaie de résoudre des problèmes et je suis à fond dans le terrain. Et ce que je dirais, c'est beaucoup de barrières limitantes quant au fait que je suis porteur d'un très gros projet et j'ai des responsabilités maintenant aujourd'hui avec des investisseurs qui rentrent
dans notre groupe en tout cas. Et c'est peut-être ma perception des choses, mais en tout cas, c'est ce qui me bloque aujourd'hui. Mais sinon, il n'y a rien qui me bloque. J'ai toujours la même envie que le premier jour et ça ne changera pas. Tu as cette vibe-là quand tu arrives chez Nomade et ça, c'est très important pour moi en tant que dirigeant, CEO. Mais je dirais que c'est le fait que je vais industrialiser le concept à proprement parler. Quant au fait qu'on parle de beaucoup plus de budget aujourd'hui, vu qu'on a validé le premier concept, et on part sur un niveau d'échelle, on part d'une V1 à une V5, et ça peut être assez compliqué à d'un coup processer, onboarder, tu vois, tout ça. Ce processus, il nécessite un laps de temps, mais qu'aujourd'hui je n'ai pas. Euh, donc on va essayer de processer tout ça avec Alec, Henri, entrepreneur.com, qui ont évoqué plusieurs sujets très pertinents, en tout cas que j'avais pas mis l'œil dessus. Donc c'est des points importants pour moi aussi. Ok, d'après ce consulting, si je dois prioriser, je dirais le kit d'investisseur, savoir où placer les investisseurs, quelle offre donner, qu'on a évoqué d'ailleurs avec eux. Le playbook aussi qui est super important, c'est un peu ma secret sauce, ma recette, qu'on a vu d'ailleurs avec Alec et Anis, qu'ils ont très bien évoqué aussi, et qui me permettrait de gagner énormément de temps et de faire moins d'erreurs, je pense, sur la suite des événements. Et je dirais l'onboarding, hein, c'est un aspect très très important dans l'hospitalité qui est chronophage, qui prend énormément d'énergie. Et donc, c'est un aspect très technique qu'il faut bien processer. Et je pense qu'ils ont mis le doigt là-dessus. Et c'est la première chose sur laquelle je vais essayer de mettre des process. Qui fait quoi, où, quand. Et je pense que c'est important à partir de maintenant, étant donné que je serai plus trop dans la partie opérationnelle. Le vrai levier de croissance, il est, selon moi, dans la valeur ajoutée, la partie humaine, la solution qu'on propose à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent venir à Dubaï mais qui n'ont pas les moyens. Tous ces jeunes entrepreneurs qui sont à Dubaï et qui louent un coworking space et qui louent un Airbnb ou qui ont un appartement et louent un loyer, eh ben, je pense qu'elle est là. Elle est dans ça, cet échange. Moi, au-delà de l'aspect financier, une fois que j'ai créé mon business, j'ai reçu des vrais remerciements, mais vraiment, de certaines personnes, et ça a pas de prix. C'est la partie mindset surtout, parce que c'est humain, je pense, de douter. Et comme tout le monde, je doute, même si je ne le montre pas tout le temps, puisque à la fin de la journée, c'est toi qui prends la décision. Donc c'est important d'avoir ce mindset et ce côté un peu coaching où en fait, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est normal et les erreurs ou les pertes font partie du jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont aussi bien évoqué. Et donc, ça m'a permis aussi de me dire que j'avais beaucoup de doutes assimilés un peu partout et de me dire, en fait, tout entrepreneur ou dirigeant, je pense que vu que nous, on fait, je pense que tu es un peu un incubateur, donc c'est sûr que tu vas faire plus d'erreurs que la moyenne, mais tu apprends aussi plus des erreurs que la moyenne. Un déclic, c'est que il y a eu plusieurs aspects que je n'avais pas anticipés, notamment Alec, à un moment donné, il a clairement mentionné une partie du marché qui pouvait être rachetée en externe sur d'autres sociétés, d'autres biens qui sont déjà existants. C'est une partie que j'avais pas aussi visualisée, mais qui peut être très très intéressante aussi pour mon business, surtout pour ce qu'elle est en termes de chiffres purs. Il faut pas être simplement dans le partage et la vision, mais aussi il faut que ça fonctionne, il faut que les chiffres derrière fonctionnent, et c'est un aspect que je pourrais prendre en compte dans les jours à venir. Qu'est-ce que j'en ressors de ce consulting? C'est, comme je l'ai évoqué, cette confiance en soi on a tous, je pense, mais quand tu es sur le devant de la scène, tu doutes constamment, et rééchanger, le fait de rediscuter ces aspects-là et d'avoir un échange, on te renvoie la balle, ça m'a permis aussi de me dire: «Ah, t'es sur la bonne marche en tout cas», et ça, et deuxièmement, ça serait aussi le fait que j'étais beaucoup dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, j'essaie de faire plus d'apparitions publiques, plus d'échanges aussi avec d'autres personnes. J'ai beaucoup été un solo player dans ma bulle, en train d'essayer de scaler mon business. Et là, aujourd'hui, j'essaie de plus échanger avec d'autres personnes, avoir des avis de personnes qui ont réussi à coacher plusieurs entrepreneurs. Et ça aussi, c'est un aspect notamment qui était important pour moi, de me dire, est-ce que je suis sur le bon chemin, ou est-ce qu'il y a mieux à faire. Et euh,
On a eu plusieurs retours là-dessus et c'était pas mal aussi. Alors, mon parcours, il a rien d'anodin. Je pense la plupart des entrepreneurs, mais vraiment le mien, il défie toute probabilité. J'étais pas amené à faire tout ça, je pense, mais de par une volonté et vouloir vraiment changer de vie, essayer d'aider mes proches, surtout, et le fait de ne pas accepter ce qu'on reçoit parce que c'est pas défini pour moi, c'est ce qui a penché dans cette balance. Et du coup, je dirais que c'est ça. Si tu m'aurais dit hier qu'aujourd'hui j'aurais créé un hôtel ou j'aurais ouvert des hôtels, je t'aurais envoyé balader sans te manquer de respect, mais c'est vraiment visiblement quelque chose qui n'était pas du tout dans un des aspects de ma vie. Mon parcours, j'ai fait un diplôme en automobile et mécanique. Ensuite, j'ai travaillé en tant que salarié pendant 5 ans en tant que contrôleur d'ascenseur, donc spécifiquement dans les appareils de levage où je remettais les certificats de normes. Ensuite, j'ai basculé vers Airbnb, tout ce qui est short-term rental, et c'est là que l'aventure, je pense, a créé. C'est le début de quelque chose qui naît, et je pense que j'ai toujours eu cette hospitalité en moi que je voulais offrir aux gens et une volonté de vraiment apporter une valeur ajoutée là-dessus. Et je pense que c'est ça qui a joué sur le fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à 28 ans à ouvrir mon premier hôtel. Depuis le consulting qu'on a fait, qu'est-ce que tu as mis en place? Où est-ce que tu en es? Et surtout, le but de ce call, c'est d'une part de faire un état des lieux de tous ces éléments et aussi de voir si tu es bloqué sur un point. Si je peux t'aider avec un conseil, n'hésite pas. Alors écoute, ça a été très tumultueux. On était toutes les équipes, on était vraiment concentrés sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait arrêter de faire aussi et comment on pouvait arrêter les saignements. Donc ça a été pas mal un peu la guerre aussi dans notre entreprise. On a bien suggéré la situation et là on en profite effectivement pour essayer d'aller scaler le business et expandre dans d'autres pays. C'est le moment pour nous aussi. On le voit comme une opportunité. On avait déjà quelques touches, mais sinon mis à part ça, ça m'a aussi euh, j'ai aussi pris le temps un peu de me mettre, d'avancer pas mal sur Claude, tu vois, Ouais. pour essayer de m'aider par rapport à ça. Et franchement, on a bien su avancer par rapport à ce qu'on avait discuté, notamment le playbook et Ouais. kit d'investisseurs qu'on a finalisé. On a développé comme une sorte de app et là-dessus, on a comme une data room où on a tout notre playbook là aujourd'hui avec branding, comme tu avais dit, tout ça. Et franchement, aujourd'hui, je vois le potentiel d'écrire ça en fait et de processer ça, tu vois. Et c'est là où je vois la différence entre une petite structure et une grande structure. Et il n'y a pas d'hasard en fait. Si tu veux passer de 1 million à 10 millions de chiffre d'affaires par mois, je pense que c'est une étape qui est inévitable. Et là, je le vois, tout est centralisé. On sait qui fait quoi. On a une SLA aussi qu'on a mis en place. Et en fait, c'est avoir une culture, tu vois, dans ton entreprise que tu vas simplement déléguer à tes futurs employés. Et donc, ils arrivent, ils savent déjà où ils vont mettre les pieds, ils savent déjà ce qu'on attend d'eux et quelle est la culture de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment pas mal ça. Ouais, complètement, complètement. Et au niveau de la levée de fonds, c'est toujours d'actualité? Tu as avancé là-dessus? Comment tu vois la chose? Alors là, aujourd'hui, il y a eu bon, ça c'est un peu en stand-by. Donc comme tu le sais, nous c'est par projet. Donc on va Ouais. pas lever des fonds juste comme ça. On peut pas aller demander 5 millions juste parce qu'en tête on faut qu'on a des projets qu'on a décelés. Les projets qu'on a, c'était des gros projets. Donc on les a mis un peu en stand-by. C'est pas le moment aussi de de sauter à Dubaï. Mais par contre, on va développer plusieurs stratégiques partners, donc des investisseurs locaux par région, tu vois. C'est pas que financier. Ce serait des gens aussi qui ont un appui, des contacts, du network là-bas dans le pays qui ferait que ça accélérerait. Si jamais on va aller aux US, ben on va plutôt se positionner avec un investisseur qui connaît le marché. Et là, du coup, ton plan, ta vision, c'est que tant que la situation n'est pas parfaitement rétablie à Dubaï, tu restes au Maroc et tu développes le Maroc. À fond, à fond. Donc là, on se positionne à fond au Maroc et c'est le moment en fait. Faut le voir comme une opportunité aussi. On peut pas rester comme ça sur nos lauriers. Donc là, on met en stand-by. Donc là, pour te dire, on a deux établissements à Dubaï, un JBR et un Marina. Ouais. 40 lits, 40 lits, donc au total 80 lits. On a arrêté celui de la Marina parce que les frais étaient trop énormes, donc on a dû arrêter celui de la Marina. Celui de JBR performe bien, on a encore des clients, on a su garder nos clients et donc on le garde parce que c'était nécessaire qu'on coupe quand même d'une part les saignements, sinon les frais étaient beaucoup trop conséquents.
Et ça, on a bien maîtrisé. Et là, maintenant, on est bien avec celui qu'on a à JBR. Et là, maintenant, oui, c'est une opportunité de l'autre côté de se dire, écoute, on va pas rester assis sur nos lauriers. Il faut juste aller attaquer d'autres marchés. On a validé le modèle à Dubaï et il y a d'autres marchés qu'on peut aller chercher et où ça se passe très bien. Et donc, on développe, là, on essaie de développer un maximum. Ouais, donc ouais, vous avez cut un des deux sur Dubaï dans l'état des choses. Et demain, si vous voulez reprendre celui de Marina, c'est quelque chose d'envisageable ou la réhabilitation coûterait trop cher, prendrait trop de temps? Comment ça se passerait? Non, c'est pas la vision qu'on a, c'est pas l'optique aussi qu'on a. C'est un peu, tu sais, les premiers biens qu'on avait, c'était un peu le bac à sable. On a un peu Ok. tâté le terrain, le marché. Et là, on va sur un modèle beaucoup plus scalable. Ok, donc ça a Où accéléré un processus finalement, si ça j'ose dire. accélère un processus et on veut vraiment créer une communauté et donc prendre des lieux beaucoup plus grands, plus scalables et où on peut avoir aussi différentes facilities que là, sur les premiers biens, on était un peu restreint. Donc, non, au final, au début, on était, c'est la guerre, c'est compliqué, on doit arrêter nos projets. Mais en fait, non, au final, c'est un projet parmi tant d'autres, des projets, il y en aura encore et il faut simplement se dire que voilà, c'était la V1 et là, on va vraiment faire la V5 au bon moment. On aura le temps, encore une fois, de mettre bien les choses en place et attaquer aussi d'autres marchés, comme je disais, mais avec la V5 cette fois-ci, qui est complète. Ok, très clair, Et très on clair. voit aussi, on est en train de regarder aussi pour les croissance externe aussi. Donc, on essaie de discuter aussi avec des sociétés. On a certains concurrents qui sont au Maroc, mais qui ne performent pas très bien dû à certains indicateurs risques que nous, on a décelés. Et peut-être potentiellement, on va voir ça. Tu avais parlé aussi de croissance Ouais. externe, tu vois, de racheter des sociétés qui existent déjà. Et ça peut être bien parce qu'ils ont déjà des équipes, ils ont déjà des process. Et Ouais. ça peut faire un gain de temps et c'est quelque chose aussi qu'on envisage sur la levée de fonds qu'on fait. C'est pas juste on va trouver un projet, c'est peut-être racheter une société et on est en train de discuter avec certains. On va voir quels sont les retours aussi. Bah, écoute, très clair, hein. Content d'avoir ton feedback. Et si on a l'opportunité de se voir à Marrakech, bah, ce sera cool. Merci Alec en tout Magnifique. cas et on se tient au jus. Avec grand plaisir. Merci à toi.